Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire spécialement consacré à l'adaptation de l'écosystème au changement d'affaires, au changement climatique. Ce matin, on vous propose une formule un peu différente de la formule classique des webinaires Uranus avec un seul webinaire de 2 heures consacré à une thématique, avec un programme. On vous a concocté un programme bien rempli qui va nous amener en fait à mettre en lumière des défis et des leviers afin de renforcer la résilience des entreprises et des secteurs stratégiques face au changement climatique. Vous verrez qu'au fil de la matinée, on va passer au sein de différentes échelles. On va parler d'initiatives qui concernent l'ensemble de l'écosystème économique, puis ensuite des initiatives sectorielles avec le cadre de la distribution et transformation alimentaire et du tourisme. La matinée va être découpée en 5 parties. Dans un premier temps, 4 présentations d'initiatives. On aura dans un premier temps Anne-Josée Laquer de Québec Net Positif qui va partager les faits saillants du cahier Adaptation et résilience des entreprises. Ensuite, ma collègue Elia Pommel va vous partager le résultat de 2 consultations menées auprès de têtes de réseaux économiques québécois et d'une consultation sectorielle auprès des acteurs de la transformation et de la distribution alimentaire. Et par la suite, mon autre collègue, Laurence Lombe, va revenir sur une initiative sectorielle d'accompagnement des acteurs du tourisme. Et on clôturera le webinaire par un panel parce qu'on voulait aussi donner la parole à différents intervenants qui ont pris part aux initiatives et aussi aller plus loin dans la discussion et mener un dialogue sur les différents résultats qui vont vous être présentés tout au long de la matinée. Euh, je pense que c'est important de placer en contexte ce webinaire qui est un webinaire économie. Ça fait plusieurs années maintenant que Uranus travaille et se penche sur la question économique dans sa programmation. L'économie est entre autres une de nos priorités d'adaptation inscrite dans le plan stratégique 2028, dont l'objectif est de développer des connaissances et des outils pour appuyer les acteurs économiques dans la prise en compte des risques et opportunités liés au changement climatique dans les processus de gestion des risques ou d'opérations. Tout ça se fait au travers de projets de recherche, d'activités de sensibilisation, de mobilisation et des démarches de soutien aux acteurs économiques, comme on va avoir l'occasion de vous en présenter plusieurs ce matin. Une des actions qui était menée lorsque la priorité a été mise en place, c'était de réaliser un premier état des lieux sectoriels. Donc l'idée, l'objectif, c'était vraiment d'identifier les secteurs prioritaires, les secteurs d'activité stratégiques pour la résilience climatique de l'économie du Québec et de ses régions. C'est une priorisation qui reposait sur différents critères, à la fois la fonction critique du secteur pour l'économie, donc était un service essentiel, un moteur régional, le poids économique, l'importance dans le PIB du Québec et bien entendu la question de l'exposition au changement climatique. Dans ces 10 secteurs, puis vous pouvez consulter le portrait sur le site d'Uranos, on retrouve les mines, la foresterie, la construction, les transports et la logistique, entre autres. Et on retrouve aussi le tourisme et l'alimentation qui font l'objet justement de 2 présentations ce matin. Donc 2 secteurs qui avaient été identifiés comme prioritaires. Puis ce travail a aussi fait émerger une série de grands constats, des grands constats sur lesquels on s'est basé, sur lesquels on s'est appuyé pour développer les différentes initiatives en lien avec l'économie dans la programmation. Elles sont à l'écran, mais peut-être souligner entre autres le peu d'analyse de coûts financiers, environnementaux et sociaux pour les entreprises, la nécessité de mobiliser les réseaux d'acteurs aussi, qui est un des travaux qu'on a mené de façon intensive au cours des dernières années, justement pour consolider et mobiliser les différents acteurs à différentes échelles autour des enjeux d'adaptation au changement climatique. Et aussi, les connaissances parcellaires et variables dans les secteurs, ce qui explique entre autres cette volonté de mener des consultations auprès des acteurs dans différents secteurs pour mieux connaître justement les enjeux auxquels ils font face, leurs besoins, mais aussi les leviers qu'on pourrait activer pour accélérer l'adaptation. Peut-être avant de plonger justement dans les présentations, je pense que c'est important de prendre juste un petit moment pour se rappeler l'urgence d'agir et le contexte dans lequel on évolue. Donc, vous le savez et vous l'avez probablement vécu, le Québec, comme le reste du monde, est déjà impacté par les changements climatiques.
On le voit juste à titre d'exemple, on a extrait quelques événements météorologiques extrêmes qui ont frappé le Québec au cours des 2 dernières années. Des événements qui ont eu des répercussions sociales, environnementales et économiques importantes et qui coûtent très cher, comme le rappelle, mais en fait, comme le mentionne le Bureau d'assurance du Canada, des événements qui ont causé plus de 9 milliards de dollars en dommages assurés au Canada en 2024. C'est 2,4 milliards en 2025, donc on est largement au-dessus du milliard depuis plusieurs années. On est aussi dans un contexte de réchauffement qui ne fait que s'accélérer. Donc, on le voit, la figure illustre la hausse de température au Québec. On constate que bon, le Québec s'est déjà réchauffé d'environ 2 degrés en moyenne et que peu importe le scénario d'émission, d'ici 2050, un réchauffement supplémentaire de 1 degré va se produire. Et en fonction des scénarios d'émission, donc un réchauffement total qui pourrait atteindre entre 3 et 7 degrés d'ici 2100. Donc, quel que soit en fait le scénario des émissions au cours des prochaines années, le climat futur du Québec sera durablement différent de celui d'avant les années 80. Après, on peut regarder aussi au niveau des projections des variations saisonnières, donc à quoi s'attendre suivant les différentes saisons, entre autres au niveau des températures et des précipitations. Donc, on constate entre autres l'été, la hausse des chaleurs extrêmes, en hiver, des cycles de dégel et des redoux plus fréquents. Et au niveau des précipitations, par exemple, l'été et l'automne, des précipitations extrêmes qui sont en hausse, donc en fréquence et en intensité. Et tout ça, bon, nous amène à des grands effets anticipés qui sont à classifier en deux grandes catégories. C'est important de garder ça en tête. Donc, d'une part, des effets qui vont se traduire par une multiplication et une intensification de certains événements extrêmes, donc des chocs. On peut penser aux canicules, aux inondations, aux précipitations extrêmes et des transformations vraiment plus profondes et graduelles du climat et des écosystèmes, donc des stress qui nous amènent à des éléments d'érosion et de submersion côtière, réduction de prolongation des saisons. Donc, c'est tous ces éléments-là qui sont à prendre en considération quand on réfléchit à l'adaptation de l'écosystème économique et plus largement de la société, bien sûr. Si on regarde justement au niveau des stress et des chocs pour les entreprises, on peut identifier une série de risques qui sont liés au changement climatique pour les entreprises. Par exemple, des risques directs, donc risques directs pour les installations. On peut penser à l'inondation de certains bâtiments. Des risques directs aussi sur les chaînes d'approvisionnement, donc interruption, par exemple, de livraison de fournisseurs en raison de routes fermées suite à des inondations, par exemple. Mais aussi des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de la clientèle. On parle de tourisme, on va parler de tourisme aujourd'hui, donc on va prendre en considération aussi les usagers et la clientèle, et une série de risques indirects liés, entre autres, à l'accès aux matières premières ou aux enjeux liés à l'expédition et la distribution. Tous ces éléments, ça a des répercussions financières importantes pour les entreprises. Qu'on parle de réduction de revenus, de réduction de la productivité, une augmentation aussi des coûts d'exploitation et des coûts d'assurance. C'est important aussi, je pense, de rappeler qu'aujourd'hui, on va parler d'adaptation, mais la lutte au changement climatique se fait sur 2 axes de façon simultanée. Il doit se faire en fait sur 2 axes de façon simultanée. Donc, à la fois la réduction des émissions de GES, l'atténuation, qui permet justement d'atténuer les impacts sur le climat des entreprises, et d'autre part l'adaptation qui nous permet de réduire les impacts des changements climatiques. On voit que c'est un cercle où les actions influencent l'ensemble des éléments de la chaîne. Mais c'est sûr que, on l'a vu dans les figures précédentes, considérant déjà la concentration de gaz à effet de serre présent dans l'atmosphère et des impacts qui en découleront, il est nécessaire de s'adapter dès maintenant. Et s'adapter, c'est payant. Ça coûte pas mal moins cher aussi que d'être inactif et que l'inaction. À titre d'exemple, une étude de l'Institut climatique du Canada souligne que, en fait, un investissement de 1 dollar en adaptation rapporte jusqu'à 15 dollars à la fois par des bénéfices directs et des bénéfices indirects.
Maintenant, la question, ben, c'est de savoir comment on s'adapte et comment on s'y prend pour intégrer l'adaptation au changement climatique dans les entreprises. Puis c'est là justement que les différentes présentations de ce matin vont nous amener à des éléments de réflexion, des éléments complémentaires. Chez Uranus, bon, on s'appuie sur une démarche cyclique en différentes étapes qui offre justement l'opportunité d'une adaptation préventive plutôt que réactive. L'idée, c'est vraiment de favoriser une démarche qui est itérative et continue et qui permet de s'ajuster en fonction de l'évolution des connaissances scientifiques et de l'évolution du climat. Donc, on voit sur l'image, le cycle de l'adaptation est composé de 4 grandes étapes. Donc, une première étape de reconnaître l'enjeu, donc compréhension des aléas, des impacts et des vulnérabilités. Une étape de préparation, donc analyse des solutions d'adaptation et des options. Une étape de mise en œuvre qui nous permet donc d'implémenter les différentes solutions et mesures qui ont été identifiées. Et justement, dans l'idée de ce cycle, une idée d'évaluation des résultats obtenus et d'ajustement. Et on recommence la roue justement pour bonifier nos actions et nos actions. Ce qui est intéressant quand on regarde le cycle et qu'on regarde la programmation de ce matin aussi, on voulait justement vous illustrer que en fait, les différentes initiatives s'inscrivent dans ce cycle de l'adaptation à différentes étapes. Donc, on va commencer par la présentation du cahier spécial adaptation et résilience qui est réalisé par Québec Net Positif en collaboration avec Uranus. On est à l'étape de la reconnaissance de l'enjeu. Ensuite, on va aller vers les démarches de consultation multisectorielles et sectorielles qui sont à cheval entre la reconnaissance de l'enjeu et la préparation à l'action. Et on terminera justement par l'accompagnement du secteur touristique qui est se préparer et on peut même commencer à glisser vers le troisième point de la mise en œuvre. Donc maintenant, ben, après ce petit préambule, je passerai directement la parole à Anne-Josée Laquin, qui va donc nous présenter les faits saillants du cahier adaptation et résilience des entreprises du baromètre 2025 qui a été réalisé en partenariat avec Uranus. Anne-Josée est directrice générale et co-initiatrice de Québec Net Positif, un laboratoire d'idées indépendants à but non lucratif dont la raison d'être est de propulser l'action climatique des PME pour accélérer la transformation vers une économie sobre en carbone et net positive. Elle est détentrice d'une maîtrise en marketing, d'un bac en administration des affaires et a œuvré pendant plus de 25 ans en communication et responsabilité sociale des entreprises. Donc, Anne-Josée, je te passe la parole pour ta présentation. Merci beaucoup, Emmanuel. Ça me fait vraiment plaisir de me joindre à vous aujourd'hui. Et surtout, ça me fait plaisir de collaborer avec UNP depuis quelques années avec Uranus pour essayer de vraiment bien comprendre qu'est-ce qui se passe sur le terrain au niveau des entreprises du Québec en tout ce qui concerne l'adaptation et la résilience. Donc, on va vous présenter ça ce matin. En complément à notre raison d'être, la mission de Québec Net Positif, c'est vraiment de créer des conditions gagnantes pour que les PME du Québec multiplient leurs actions climatiques tout en saisissant des occasions d'affaires. Et vous le verrez dans les données, l'adaptation est tout à fait une occasion à saisir pour améliorer la résilience et la rentabilité de nos entreprises. Donc, ce matin, un peu plus tôt ce matin, nous avons publié ensemble le rapport Adaptation résilience des entreprises. Il est disponible sur le site web de QNP, donc je vous invite à aller le voir. Tous ceux qui sont abonnés à notre infolette, vous l'aurez reçu plus tôt aujourd'hui. On le disait, une collaboration avec Uranus depuis quelques années. Et dans le rapport, le cahier spécial, vous allez trouver l'interprétation des résultats. Vous allez trouver aussi des recommandations ainsi que des ressources utiles pour aider les PME. Donc, ça s'adresse autant aux accompagnateurs de PME, toutes les personnes dans l'écosystème d'affaires qu'aux PME elles-mêmes et en fait aux grandes entreprises. Également, nous avons la chance d'avoir 3 études de cas qui ont été réalisées, des exemples concrets là, de ce qui se passe dans des entreprises qui sont en voie là, de mettre en œuvre leur démarche d'adaptation. Donc, les données du cahier spécial adaptation sont tirées du baromètre de la transition des entreprises 2025 que nous avons publié plus tôt l'automne dernier. C'est une grande enquête qu'on réalise avec la firme Léger et il y a 819 dirigeantes du Québec qui ont répondu. Nous avons 118 variables, tout ce qui touche la mise en œuvre d'actions climatiques et la résilience et l'adaptation est une des composantes.
Donc, avec le cahier spécial, on a creusé sur cette composante-là et le survol que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sont les faits saillants du rapport. Donc, notre enquête du baromètre, elle est représentative de toutes les tailles d'entreprises au Québec, selon la proportion qu'on retrouve dans notre économie. C'est également représentatif par secteur d'activité et par région du Québec. Donc, les données sont représentatives de l'ensemble de l'économie québécoise. Avec le contexte qu'Emmanuel vient de présenter, la première question que nous, on se posait depuis quelques années déjà, c'est est-ce que les dirigeantes du Québec sont préoccupés par les changements climatiques? Et ce qu'on découvre dans les données, c'est qu'à 72% des dirigeantes se déclarent préoccupés par l'impact potentiel d'au moins un phénomène climatique ou ses dérivés sur leur entreprise. Et de quoi se préoccupent les dirigeants du Québec? Bien, on leur a posé la question et voici, les dirigeants se préoccupent beaucoup des vagues de chaleur, des inondations, des précipitations extrêmes et on a beaucoup de dirigeants qui se préoccupent de plusieurs enjeux. Les feux de forêt se retrouvent aussi dans le top 5, puis ensuite on voit là, la liste des pluies verglaçantes, les vagues de froid. Donc, une liste qu'on a constituée en collaboration avec les scientifiques d'Uranos, des enjeux qui peuvent affecter les entreprises du Québec. Est-ce que les dirigeants se préoccupent des bonnes choses? Ça, c'était la deuxième question, parce qu'on a aussi mesuré qu'est-ce qui a un impact sur les entreprises à l'heure actuelle. Donc, 72% des dirigeants sont préoccupés. Au niveau des entreprises affectées, ce sont 51% des entreprises du Québec qui ont été affectées par un phénomène climatique au cours de la dernière année. Donc, la moitié des entreprises ont déjà été affectées. Et qu'est-ce qui a affecté les entreprises? Mais comme on peut voir ici, grosso modo, ce sont les mêmes enjeux dont les dirigeants se préoccupent. Vous verrez dans le cahier spécial, on fait une analyse un petit peu plus approfondie des constats. Par exemple, ici, on peut noter que le niveau de préoccupation par rapport aux inondations est beaucoup plus élevé que le nombre d'entreprises qui ont été affectées par les inondations dans la dernière année. Donc, on a plusieurs hypothèses autour de ça. On croit que les dirigeantes sont entre autres préoccupés par tout ce qui se passe dans les médias. On l'a vu avec Emmanuel tout à l'heure là, sur son échelle. Il y a de l'intérêt médiatique quand il y a des inondations comme la tempête Debby, par exemple, à l'année précédente, qui avait eu beaucoup de vues dans les médias, mais ça rehausse probablement le niveau de préoccupation pour les inondations, alors qu'en fait, ce qui a affecté les entreprises, c'est davantage la fumée des feux de forêt, les vagues de chaleur, etc. Donc, parfois un décalage entre ce qui préoccupe puis ce qui touche, mais grosso modo, les 5 principaux enjeux sont les mêmes là, au niveau des préoccupations et de ce qui affecte les entreprises. Maintenant, comme le présentait Emmanuel, la science puis toutes les revues de littérature nous disent qu'il y a des impacts réels pour les entreprises d'être affectées par les changements climatiques. Et nous, on a demandé aux 51% d'entreprises qui se déclarent avoir été affectées quel impact cela a eu pour leur entreprise à eux. Donc, les impacts sont déjà bien réels pour les entreprises affectées au Québec. Et la première catégorie d'impact, Emmanuel en a parlé, tout ce qui touche la santé-sécurité. Donc, en 2025, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de feux de forêt, là, la fumée des feux de forêt qui a affecté plusieurs régions du Québec et ça a eu un impact sur les employés et la clientèle. On peut penser au secteur touristique, oui, effectivement, avec des activités de plein air, nos pourvoiries, tous nos sites touristiques, mais également le secteur agricole où les travailleurs sont souvent à l'extérieur, le secteur de la construction, par exemple. Donc, tout ce qui touche la santé-sécurité, ça a été vraiment une conséquence importante pour les entreprises. Le deuxième bloc, les entreprises ont déclaré avoir subi des pertes de revenus qui ont découlé de l'interruption de leurs activités, des pertes ou dommages aux biens matériels et l'interruption ou la perturbation de leur chaîne d'approvisionnement dans la dernière année due à divers événements climatiques. Donc, ça peut être des précipitations extrêmes, par exemple, ou des inondations. Ce qu'il faut retenir comparativement aux données de 2024, on a la chance que ce soit la deuxième édition du rapport. Donc, vous pourrez voir les données comparatives dans le rapport détaillé. Il y a eu beaucoup moins de pertes ou de dommages matériels que l'année précédente. Donc, avec les feux de forêt, on voit un rehaussement des enjeux santé-sécurité avec la fumée, entre autres.
Mais on a vu moins d'impact matériel que lorsqu'il y avait eu les inondations de la tempête Debby. Donc, les conséquences pour les entreprises, on le voit là, il semble qu'ils vont varier d'une année à l'autre selon les phénomènes climatiques qui affectent les entreprises québécoises, mais il faut se préparer à toutes ces éventualités-là. Il y a d'autres conséquences pour les entreprises, comme l'augmentation des coûts liés au fonctionnement de l'entreprise. On peut penser à des entreprises où, s'il y a une vague de chaleur, on doit faire fonctionner davantage, par exemple, l'air climatisé, où on doit repenser le transport parce que certaines routes sont plus accessibles. Tout ça a des coûts pour les entreprises. Les pertes ou les dommages aussi aux infrastructures critiques qui, elles, desservent les entreprises ont des conséquences directes. Puis finalement, les entreprises qui ont été affectées par les changements climatiques, à 11% nous ont dit avoir vu une augmentation de leur coût d'assurance. Et on a regardé le signal faible, là. Est-ce qu'il y a des entreprises du Québec qui commencent à avoir de la difficulté à s'assurer? Effectivement, 3% des entreprises commencent à avoir de la difficulté à s'assurer. Donc, ce qui est important de retenir là, en allant voir le cahier spécial, c'est que là, on regarde vraiment là, à partir de toute la théorie, là, qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain et quels sont les impacts directs pour les entreprises d'ici. Ce qu'on constate, c'est que l'adaptation, elle est très majoritairement réactive ici au Québec pour l'instant. Le passage à l'action est vraiment corrélé à l'expérience vécue. Donc, je vais vous présenter 4 graphiques ici pour les entreprises. Là, lorsque le dirigeant, la dirigeante est préoccupé par les changements climatiques, la moitié ont mis en œuvre au moins une action d'adaptation. Si l'entreprise elle a été affectée, le pourcentage passe à 60% de mise en œuvre d'une action. Puis si on compare là, avec les entreprises où les dirigeants ne sont pas préoccupés ou les entreprises qui n'ont pas été affectées, le niveau de mise en œuvre là, est à 12 ou à 19%. Donc, on voit vraiment un écart significatif. C'est important pour les dirigeants d'être conscients de l'impact potentiel des changements climatiques sur leur entreprise parce qu'on voit que lorsqu'on est conscient et préoccupé, ça va corréler avec de la mise en œuvre, donc on a une chance d'être davantage proactif. Et malheureusement, quand on est déjà touché, ben, on fait de la mise en œuvre, ben, à ce moment-là, on est très réactif. Donc, c'est ce qu'on constate là, dans l'ensemble de l'économie. Les démarches d'adaptation, Emmanuel a présenté un peu le survol de la démarche proposée par Ouranos, qui est très bien structurée, très applicable sur le terrain, mais on peut dire que c'est vraiment à initier au Québec. 40% des entreprises déclarent avoir mis en œuvre au moins une action. Toutefois, c'est 8% qui ont un plan d'adaptation ou de continuité structuré. Bon, on comprend que même les PME, les petites entreprises ne compteront pas toutes nécessairement sur un plan structuré. Donc, on s'est mis à regarder, mais qu'est-ce que ça prend comme pour initier sa démarche d'adaptation? Même si les entreprises n'ont pas un plan structuré, peut-être qu'elles ont initié certains éléments qui vont leur permettre de devenir davantage proactives. Alors, 2 questions clés qu'on pose aux entreprises. La première, c'est est-ce que vous avez regardé les menaces ou les bouleversements potentiels à vos opérations? Et la deuxième, les menaces ou les bouleversements potentiels à vos chaînes de valeur. Et à nouveau, on se retrouve autour de 8% pour les opérations, 5% pour les chaînes d'approvisionnement. Donc, même si on recule puis on regarde en amont, est-ce que les entreprises s'intéressent aux risques, on voit là qu'il y a très peu d'entreprises, en tout cas, on n'est pas encore sur un grand niveau d'entreprises là, qui ont commencé à vraiment regarder les menaces et les bouleversements qui pourraient résulter de phénomènes climatiques pour leurs entreprises. On a aussi regardé, vous allez voir dans le rapport, des données par divers types d'entreprises. On vous en présente quelques-unes ici comme fait saillant. Nos entreprises exportatrices au Québec, quand elles sont sur un marché d'exportation, elles sont davantage impactées et elles sont un peu plus préparées. Donc, si on regarde au niveau de l'impact, ici en vert, là, 75% des entreprises exportatrices se sont déclarées avoir été affectées par un phénomène au cours de la dernière année. Et ensuite de ça, au niveau de la planification, on voit encore en vert là, qu'il y a une plus grande proportion d'entreprises exportatrices qui ont un plan d'adaptation pour faire face aux menaces engendrées par les phénomènes climatiques. Et au niveau du passage à l'action, là, on voit que les entreprises exportatrices qui ont été touchées, ben, ont mis en œuvre des actions
d'adaptation pour mieux s'y préparer comparativement aux entreprises qui sont non exportatrices et à l'ensemble des entreprises du Québec. Là, on voit vraiment un écart de significatif là, d'une vingtaine de points. Donc, c'est vraiment un constat qui a retenu notre attention. Ce qui veut dire que les entreprises qui opèrent juste sur un marché local, là, c'est important de les sensibiliser elles aussi. Donc, on a aussi remarqué que les secteurs primaires et secondaires ont une perception beaucoup plus élevée du risque climatique. Les dirigeantes dans ces entreprises du secteur primaire secondaire à 97% sont préoccupés par les phénomènes climatiques. Si on compare au secteur, dans le secteur primaire, dans le secteur secondaire, 80% et dans le secteur tertiaire, donc les services, les dirigeants sont moins préoccupés, possiblement moins affectés également. Au niveau de l'impact dans les entreprises qui ont été affectées, on voit la donnée ici. Donc, 76% dans le secteur primaire déclarent avoir été affectés par un phénomène climatique, 61% dans le secteur secondaire et 46% dans le secteur tertiaire. Maintenant, l'écart avec le passage à l'action, les entreprises à 76% ont été affectées. Dans le secteur primaire, à 63%, ils ont passé à l'action. Donc, on voit un écart un peu plus grand ici que ce qu'on pouvait avoir chez nos entreprises exportatrices, par exemple. Tout ça, ces données-là et les écarts qu'on relève, c'est pour nous aider à faire des recommandations pertinentes sur quel contexte ou quelles conditions cruciales devraient être rencontrées pour permettre aux entreprises de devenir davantage proactives que réactives par rapport au phénomène climatique. La taille de l'entreprise, quand on regarde, il y a aussi des constats révélateurs. Au niveau de la planification, les grandes entreprises de 250 employés et plus comptent davantage sur un plan d'adaptation. Mais toutefois, au niveau de l'impact, ce qu'on voit, c'est que les PME et les grandes entreprises ont été tout autant affectées par les phénomènes climatiques. Donc, moins de planification, mais on est autant impacté. Puis au niveau du passage à l'action, ben, à nouveau, les grandes entreprises ont un passage à l'action un peu plus significatif que les PME. Et ce sont toutes nos entreprises de 10 employés et moins qu'on appelle ici les TPE, les plus petites entreprises, qui sont moins préparées, elles sont quand même impactées et elles passent moins à l'action. Donc, on peut voir ici des éléments là, sur lesquels travailler dans notre écosystème d'accompagnement pour aider vraiment les entreprises à bien s'en sortir. Dans notre rapport, vous allez aussi voir 3 entreprises inspirantes. Donc, je tiens vraiment à remercier ces entreprises qui ont consacré du temps à faire des entrevues avec nous. On vous présente Écolofarm, une entreprise du secteur manufacturier dans les sciences de la santé. Et ce qui est intéressant avec le témoignage d'Écolofarm, c'est qu'ils ont saisi un moment de vérité au moment d'agrandir leur usine, de faire un investissement majeur pour intégrer des mesures d'adaptation. Donc, dans le cas d'Écolofarm, on est sur un procédé industriel qui génère de la chaleur. Avec les journées de plus en plus chaudes, l'environnement manufacturier peut devenir trop chaud pour les employés. Donc, c'est un enjeu de santé-sécurité. Et en faisant la rénovation de l'usine, mais ils en ont profité pour repenser comment on peut faire circuler l'air, la climatisation, où on met les équipements pour s'assurer que l'environnement de travail des employés va demeurer sain, gratifiant, sécuritaire, malgré un avènement de changement climatique là, qui s'annonce avec des journées de plus en plus chaudes, de plus en plus fréquentes dans les années à venir. Ensuite, au niveau des études de cas, on a aussi Hydro-Québec. On avait fait un webinaire avec Hydro-Québec l'année dernière. On tenait à documenter ce qui se passe chez Hydro-Québec pour plusieurs raisons. Ce qui se passe chez Hydro-Québec en soi, c'est intéressant parce que eux ont travaillé sur l'intégration des événements climatiques et des enjeux climatiques au niveau de leur gouvernance, mais aussi au niveau de leurs opérations. Et en fait, chaque fois qu'il y a un nouveau projet, mais ces enjeux-là sont considérés et puis sont intégrés dans la mise en œuvre des nouveaux projets. Donc, on voit vraiment un élément de gouvernance associé à un élément de mise en œuvre. Mais la raison pour laquelle aussi on voulait parler d'Hydro-Québec, c'est qu'Hydro-Québec fournit de l'énergie à la plupart des PME du Québec, à énormément d'entreprises, à nos communautés. Donc, la résilience et l'adaptation d'Hydro-Québec, de son réseau, a un impact et une incidence sur l'ensemble de l'économie québécoise. Donc, pour nous, c'est important de mettre en lumière tout ce qui se passe avec cette équipe-là. Puis ensuite, on a une autre étude de cas qui est Maison Orphée. Maison Orphée sont dans le secteur de la transformation alimentaire dont on va parler un peu plus tout à l'heure aujourd'hui.
Ils ont fait des mesures d'adaptation, puis eux, l'exemple qu'on voulait apporter, c'est qu'ils ont beaucoup regardé leur chaîne d'approvisionnement. Tout le secteur alimentaire qui repose sur le secteur agricole et entre autres Maison Orphée qui ont des fournisseurs à l'échelle mondiale, donc subissent des événements climatiques et des impacts sur leur approvisionnement un peu partout. Ce que vous allez découvrir avec Maison Orphée, c'est que pour l'instant, ils gèrent les impacts avec leurs fournisseurs. Il y a des défis de diversification de fournisseurs. Tout ça engendre des coûts additionnels qui sont pour le moment assumés par l'entreprise, mais l'entreprise qui, en toute transparence, nous dit qu'éventuellement, il va peut-être falloir refiler ces coûts additionnels-là jusqu'aux consommateurs, puisque les événements climatiques commencent vraiment à avoir un impact réel sur les coûts d'opération de l'entreprise. Donc, vous allez retrouver dans le rapport 16 recommandations. Notre objectif était de regarder les données, de faire des constats, poser des hypothèses, puis il y a eu une belle collaboration entre ma collègue Rachel Lefrançois et Ilia Paumel chez Ouranos pour essayer de décortiquer tout ça, puis vraiment arriver avec des recommandations concrètes pour tout le monde dans l'écosystème d'affaires sur des avenues qui pourraient nous mener d'une approche qui est très réactive en ce moment vers une approche davantage proactive. Donc, pour l'écosystème d'affaires, on parle de renforcer une approche concertée et collaborative à l'échelle de l'écosystème. Vous allez voir différentes recommandations. C'est très important de valoriser les plateformes de projection climatique. Ouranos nous donne accès à des données scientifiques qui sont vulgarisées, territorialisées. C'est indépendant du cycle médiatique, donc de ne pas se fier seulement à ce qu'on parle dans les médias, mais de comprendre ce qui s'en vient réellement sur le terrain. Évidemment, QNP étant QNP, on a aussi des recommandations pour nos accompagnateurs d'entreprise, pour les villes, pour les municipalités, mais pour les entreprises elles-mêmes, s'engager dans une démarche d'adaptation, faire un pas vers l'avant, comprendre ses risques, éclairer l'arbitrage coût-bénéfice de l'adaptation. Et vous allez trouver dans le rapport des recommandations qui sont vraiment ciblées pour les petites entreprises, les grandes, par secteur d'activité ou exportatrices, pour les regroupements sectoriels, villes, municipalités qui travaillent toutes sur leur plan climat, donc qui font de l'analyse de risque. Les villes, municipalités commencent à détenir des informations très utiles pour les entreprises sur leur territoire, donc beaucoup de potentiel de collaboration. Et avec nos associations sectorielles, on va parler aujourd'hui dans le webinaire. Donc, notre contribution aux efforts d'Ouranos pour améliorer là, l'adaptation de toute l'économie québécoise, c'est vraiment avec notre baromètre de suivre l'évolution de l'adaptation dans les entreprises du Québec, d'ajouter des études de cas pertinentes qui viennent refléter des éléments clés qu'on retrouve dans les données pour montrer que c'est vrai, c'est possible d'aller de l'avant. Nos leviers d'action et recommandations concrètes font partie du rapport et le renforcement là, de la sensibilisation de la capacité. Donc, nous organisons des ateliers interactifs, des formations, nous diffusons ces données-là auprès des dirigeants, des influenceurs clés et des entreprises pour s'assurer que tout ça va percoler sur le terrain à travers aussi notre communauté de pratiques d'accompagnateurs. Donc, sur ce, je passe la parole justement à notre collègue Ilia qui va poursuivre avec le prochain sujet. Merci. Merci beaucoup Anne-Josée pour cette présentation du cahier sur lequel j'ai été ravie de contribuer avec Rachel. Donc je vais tout de suite aller sur ma présentation des démarches de consultation multisectorielle et sectorielle. Donc là c'est un deuxième beau projet, deux initiatives en fait sur lesquelles j'ai été ravie de contribuer dans l'année 2025 avec certaines de mes collègues. Donc une multisectorielle, une sectorielle. C'était deux consultations qui ont été menées sur la même année, mais qui sont tout à fait complémentaires. Donc les deux avaient pour objectif de mieux comprendre les besoins des acteurs économiques du Québec pour s'adapter face aux impacts des changements climatiques. Pourquoi? C'est parce qu'historiquement, les travaux d'Ouranos ont été plutôt axés sur le secteur municipal, académique, et pour le secteur privé, les travaux se sont concentrés majoritairement sur le secteur primaire. Donc là, le but, c'était vraiment de comprendre l'ensemble des besoins de l'ensemble des acteurs économiques du Québec. Et puis, je tiens à préciser aussi qu'on appelle ça une consultation. Vous pourriez vous dire, un baromètre, c'est aussi une consultation, mais là, la différence, c'était vraiment à travers des ateliers collectifs, des entretiens individuels directement avec les acteurs consultés.
Donc il y a eu deux consultations, comme je le disais, en parallèle. La première, c'était une consultation multisectorielle, donc vraiment qui concernait plusieurs des secteurs stratégiques et économiques du Québec, comme la construction ou encore le transport. Ça concernait une quinzaine de têtes de réseau. Quand on parle de têtes de réseau, ça peut aller d'associations sectorielles, d'entreprises, mais aussi de regroupements, de syndicats, etc. Et on avait un format de 3 ateliers collectifs. Donc ça, c'était la première consultation multisectorielle qui s'est déroulée entre l'hiver et printemps 2025. Et la seconde consultation qui était vraiment dédiée à la transformation et distribution alimentaire. Donc pourquoi ces deux secteurs en particulier? C'est parce que dans la programmation scientifique d'Uranos, on a une priorité d'adaptation qui s'intitule Système alimentaire résilient et qui a notamment pour mission d'accompagner les acteurs de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement alimentaire du Québec dans leur adaptation au changement climatique. Et donc, comme je disais, historiquement, les travaux étaient plutôt sur le secteur primaire, donc dans le système alimentaire, c'était Construction, l'agriculture. transport, ressources naturelles, Ah, finances. Manon Toupin, on entend, il faut juste fermer le micro, s'il vous plaît. Et donc là, le but, c'était vraiment d'aller un peu plus sur les deux autres secteurs, donc transformation et distribution alimentaire, pour avoir les besoins de l'ensemble des acteurs de la chaîne d'approvisionnement alimentaire. Donc là aussi, c'était une quinzaine d'acteurs. C'était majoritairement des associations sectorielles et des entreprises. Et le format était un peu plus long puisqu'on a voulu faire vraiment une phase préliminaire à la phase de consultation avec une revue de littérature pour connaître un peu les impacts des changements climatiques sur ces deux secteurs et aussi une cartographie pour tout simplement savoir qui on allait consulter. Puis ensuite, il y a une phase de consultation qui s'est déroulée à l'été 2025, donc qui est venue vraiment préciser les résultats de la première consultation multisectorielle qui était plutôt à l'hiver avec là, c'était des ateliers collectifs mais aussi des entretiens individuels. Puis pour ces deux démarches, on s'est vraiment accompagné d'experts du terrain qu'on tient à remercier chaleureusement aujourd'hui pour leur participation. Donc pour la première, c'était avec le collectif G15+, et notamment Copticom, qui est secrétaire du collectif G15+, Marine Schmidgun, et aussi Laura Péchel, et ma collègue Ève Bourgeois à l'époque, qui nous a quittés pour être maintenant professeure à l'Université Laval. Et pour la consultation sectorielle, on était accompagné d'un comité consultatif qui était composé donc du CETA, Conseil de la transformation alimentaire du Québec, l'ADA, Association des détaillants de l'alimentation du Québec, le MAPAC, et enfin l'INAF, donc l'Institut de la nutrition et des aliments fonctionnels de l'Université Laval. J'étais aussi accompagnée de Anne Bondelot, ma collègue, et Clara Champal. Voilà un peu pour la partie méthodologique. On va passer aux résultats. Les résultats, c'est assez rassurant parce qu'on peut voir qu'ils sont exactement, en fait, quasiment les mêmes, en tout cas les grands constats, que ceux du baromètre. Donc c'est rassurant de savoir que quand on va voir les acteurs en direct, ils disent à peu près la même chose que quand on va les consulter en anonyme par le biais d'un baromètre. Donc d'un côté, on voit vraiment que la vaste majorité des acteurs consultés nous ont mentionné qu'ils étaient déjà impactés par les changements climatiques. Ils avaient des multitudes d'exemples à nous mentionner, que ce soit les associations sectorielles quand ils parlaient de leurs membres, mais aussi les entreprises elles-mêmes. Et les deux types d'acteurs là nous parlaient vraiment de conséquences économiques très importantes sur leurs activités, notamment, comme l'a dit Anne-Josée, des hausses de coûts d'assurance. Et de l'autre côté, c'est ça qui est intéressant de noter, donc ils sont impactés, mais l'adaptation reste encore limitée par de nombreux facteurs qu'on va voir juste après. Donc c'est-à-dire que l'adaptation n'est pas encore une priorité stratégique des entreprises du Québec pour le moment. L'action climatique se concentre majoritairement sur la réduction des gaz à effet de serre. Et donc, quand on parle de priorisation organisationnelle, la stratégique, on parle par exemple de mettre l'adaptation dans les objectifs annuels des entreprises. Donc, c'est pas encore le cas pour la majorité des acteurs consultés. Et comme l'a dit Anne-Josée, les mesures d'adaptation sont vraiment mises en place de manière réactive, donc en réaction à des phénomènes climatiques subis et pas en amont des phénomènes. Donc, en gestion de crise plutôt qu'en gestion de risque. Donc, ça, c'est vraiment le double constat qui vient confirmer ceux du baromètre. Mais qu'est-ce qui freine justement cette adaptation-là? Qu'est-ce qui fait que l'adaptation est limitée par la majorité des acteurs consultés? Il y a des principaux freins, il y a plein de détails dans les rapports là que je vous inviterai à consulter, mais les freins
en une minute là, et il y en a un peu plus qu'une minute, je pense quand même. Mais le premier, c'était le manque de sensibilisation, de formation et d'accompagnement. C'était vraiment très clair. Tous les acteurs consultés nous ont mentionné ça sur les sujets d'adaptation au changement climatique. Sensibilisation, ça concernait majoritairement ceux qui ont le pouvoir décisionnel, donc la direction, les conseils d'administration, parce que tout simplement, c'est ceux qui ont aussi le pouvoir de pouvoir allouer des ressources à l'adaptation au changement climatique. Formation, accompagnement, c'était beaucoup plus pour les professionnels qui vont mettre en œuvre l'adaptation. Ensuite, le point 2 et le troisième sont vraiment reliés au premier. Donc, il y a une absence de leadership et de priorisation organisationnelle, encore une fois. On peut parler d'objectifs annuels, comme j'ai dit. Et donc, ça va ensemble. Comme il n'y a pas de priorisation organisationnelle, il n'y a pas assez de ressources, qu'elles soient financières ou humaines, dédiées, en fait, à l'adaptation au changement climatique. Et au niveau plus systémique, on a un manque de données sur les risques climatiques qui peuvent concerner en fait le secteur privé, les entreprises du Québec. Et on a aussi un manque de données sur le retour sur investissement de l'adaptation. Et ce qu'ils nous ont mentionné, là, les acteurs consultés, c'est que c'est pourtant un argument essentiel pour pouvoir convaincre les directions justement d'allouer des ressources nécessaires à l'adaptation au changement climatique. Et enfin, le dernier point, c'est un environnement réglementaire qui est jugé non incitatif par les acteurs consultés. Puis là, c'est important de faire la nuance. Il y a d'un côté les associations sectorielles qui nous ont mentionné qu'il y avait une multitude de réglementations, de normes, de recommandations sur l'environnement plus globalement. Et donc, ça a créé comme une sorte d'immobilisme en fait de leurs membres parce qu'ils étaient comme un peu perdus, ils savaient pas par où commencer. Puis de l'autre côté, certaines des entreprises consultées nous ont mentionné que justement il n'y avait pas de réglementation obligatoire au Québec spécifiquement sur l'adaptation au changement climatique. Et pourtant, ça aurait été un bon argument pour convaincre justement les directions d'allouer les ressources nécessaires à l'adaptation au changement climatique. Et maintenant, on passe au positif, parce que là, on était plutôt sur les freins, mais on leur a quand même demandé, en leur présentant le cycle de l'adaptation que mon collègue Emmanuel vous a présenté, selon eux, ce serait quoi les conditions de succès, comme on sait qu'ils sont plutôt en réaction, pour passer d'une adaptation réactive à une adaptation proactive. Puis les conditions de succès qui sont revenues, majoritairement, c'était l'engagement, la mobilisation de l'ensemble des parties prenantes des entreprises. Quand on dit parties prenantes, c'est très large. Ça va de l'interne à l'externe. À l'interne, c'est beaucoup, comme on l'a dit, la direction, vraiment ceux qui ont le pouvoir décisionnel. Puis ça va aussi, mais ça va aussi au personnel qui sont sur le terrain, parce qu'ils nous ont vraiment mentionné que les acteurs consultés, que ce sont et ils ont à raison là, que les acteurs sur le terrain, c'est eux qui ont les connaissances en fait, c'est eux qui vivent les impacts des phénomènes climatiques, c'est eux qui s'adaptent, qui mettent en place des mesures d'adaptation au quotidien. Donc c'était vraiment important de les mobiliser dans la démarche d'adaptation. Puis à l'externe, on parlait beaucoup de la clientèle, des actionnaires, donc vraiment de tout l'environnement qui gravite autour de l'organisation pour que justement ça crée un environnement incitatif pour que si les actionnaires, la clientèle poussent à l'adaptation, forcément ça peut devenir beaucoup plus facilement une priorité organisationnelle. Ensuite, donc, il parlait de l'intégration du principe d'équité dans la démarche d'adaptation. La valorisation de bénéfices concrets de l'adaptation. Donc ça, c'est beaucoup justement ce qu'on disait tantôt autour du retour sur investissement de l'adaptation pour avoir des arguments pour convaincre de l'importance de l'adaptation. La mise à disposition des ressources adéquates justement pour pallier le manque de ressources dédiées. Et enfin, et ça c'était vraiment très important pour les acteurs, le fait de arrimer la démarche d'adaptation à d'autres initiatives existantes. Pourquoi? Parce que ce qui fonctionne beaucoup dans les acteurs qui ont été consultés, là, ils nous ont dit que c'était beaucoup l'apprentissage par les pairs, le partage d'expériences, le partage de bons coups, de mauvais coups. Il y a eu beaucoup d'acteurs consultés, et aussi d'ailleurs dans ceux qu'on a pu consulter à travers le cahier adaptation et résilience avec QNP, qui nous ont mentionné faire partie en fait de groupes de discussion, parfois même avec des compétiteurs, sur les enjeux d'adaptation au changement climatique pour se partager leur expérience. Ils ont aussi mentionné que les associations sectorielles pourraient jouer un grand rôle, ou un bon rôle à jouer pour pouvoir créer ces espaces de discussion. Si on passe maintenant au secteur de la transformation et distribution alimentaire spécifiquement, parce que là, les résultats que je vous avais mentionnés, c'était plutôt au niveau de tous les secteurs qu'on consultés.
On a des résultats, bon, sans surprise, le rapport au changement climatique, c'est le même là, que les autres secteurs. C'est-à-dire que l'adaptation au changement climatique ne fait pas partie, pour la majorité des acteurs consultés, de leurs priorités organisationnelles. Les efforts sont concentrés sur la réduction des gaz à effet de serre. Mais ce qui était intéressant de noter, c'est que les grandes entreprises du commerce de détail alimentaire semblaient être mieux préparées face aux impacts des changements climatiques que les entreprises de la transformation et du commerce de gros alimentaire, qui elles étaient un peu plus dans la phase de conscientisation aux enjeux climatiques. Donc quand même assez intéressant de noter ça. Par la suite, donc, on leur a demandé un peu des exemples d'impact. Comment est-ce qu'ils pourraient être impactés par les changements climatiques? Soit ils l'ont déjà été, ou alors ils verraient qu'ils pourraient être impactés. Puis là, je donne des exemples parce qu'il y a une multitude d'exemples dans le rapport que je vous invite à consulter encore une fois. Mais ce qui était intéressant de noter, c'est que déjà, la transformation et la distribution alimentaire semblent être impactées de manière assez similaire par les changements climatiques. Et on avait même fait pendant les consultations là des groupes des ateliers en fait collectifs en mettant des acteurs transformation et distribution ensemble et vraiment c'était assez similaire les impacts mentionnés. Mais ce qui était intéressant aussi de noter c'est que les impacts étaient touchaient vraiment quasiment l'ensemble des sphères d'activité des entreprises. Comme vous voyez, ça va du dommage de l'installation et infrastructure, donc le bâti, jusqu'aux impacts sur le produit en lui-même. Si je vous donne des exemples sur chacune des catégories d'impact, si on peut les appeler comme ça, pour le dommage installation et infrastructure, il y avait un exemple d'une usine qui pourrait être inondée. Au niveau d'une rupture de l'approvisionnement, il pourrait y avoir pareil, encore une fois, une inondation de routes sur lequel le camion de livraison aurait dû passer. Santé, rétention de la main-d'œuvre, on parlait beaucoup des travailleurs à l'extérieur, notamment justement ceux qui sont dans la livraison, qui pourraient être beaucoup plus vulnérables à des épisodes de vagues de chaleur, et des impacts sur la qualité, la disponibilité et le prix des produits, et enfin perturbation de l'approvisionnement en ressources essentielles, donc eau et énergie. Mais ce qui était intéressant de noter aussi, c'est qu'il y a des chaînes d'impact. Donc oui, la majorité des sphères d'activité des entreprises sont touchées, mais aussi les impacts sont, en fait, un impact va induire un deuxième impact, un troisième impact, donc il y a vraiment des chaînes d'impact. Si on prend un exemple un peu assez théorique là, d'un produit alimentaire qui pourrait avoir besoin d'une chaîne de froid constante. Si il y a une rupture d'approvisionnement en énergie, et donc en électricité sur son usine de stockage, il va y avoir une rupture de sa chaîne de froid. Et donc forcément un impact sur la qualité, la salubrité du produit, puisqu'il avait besoin d'une chaîne de froid constante. Et au final, il peut y avoir un impact sur son approvisionnement, puisqu'on peut avoir une perte de ce produit tout simplement, si sa salubrité ou sa qualité est vraiment trop amoindrie. Donc vraiment, c'est un exemple de chaîne d'impact là que nous auraient pu nous mentionner les participants consultés. Si on passe, ah oui, j'ai oublié de dire, mais comme je vous l'avais déjà dit, il y a aussi des conséquences économiques, ultimement, là, qui sont vraiment conséquentes pour les acteurs, qui ont été consultés. Si on passe au niveau des solutions, des mesures d'adaptation, il y en a une multitude qui mettent déjà en place, même si elles sont en réaction, il y en a quand même qui existent. On a mis l'ensemble des solutions mentionnées par les participants dans le rapport, mais quelques exemples, ça peut être une recherche de routes et de chaînes logistiques alternatives en amont des phénomènes vécus, une gestion centralisée du système d'approvisionnement de la matière première par filière, comme c'est déjà le cas pour la filière laitière au Québec, la sensibilisation des travailleurs sur les risques climatiques en fait, auxquels ils pourraient être exposés. Et enfin, en cas de vague de chaleur notamment, adapter les horaires des travailleurs, notamment ceux qui travaillent à l'extérieur. Je vais finir ma présentation sur les recommandations parce qu'on est vraiment allé aussi loin là que autant les impacts, les mesures d'adaptation, mais aussi les recommandations qu'ils pourraient émettre pour passer d'une adaptation justement réactive à une adaptation proactive, puis aussi juste accélérer l'adaptation à l'échelle de l'écosystème d'affaires. Ça, c'est vraiment pour l'ensemble des secteurs, donc pas que transformation, distribution alimentaire. C'est le revers de la médaille, si je puis dire, un peu des freins qu'on avait mentionnés tantôt. Donc le premier, ça va être de sensibiliser, de former et de mobiliser. Sensibilisation
On se rappelle, c'est majoritairement pour la direction, ceux qui ont le pouvoir décisionnel, les conseils d'administration. Au niveau de la formation, c'est majoritairement pour les professionnels qui vont mettre en œuvre l'adaptation. La mobilisation, c'est mobiliser l'ensemble des parties prenantes, mais là on parle de l'écosystème d'affaires, pour créer justement cet effet de boule de neige et cette adaptation au niveau systémique. Ensuite, sur les ressources existantes, ce qui était intéressant de noter, c'est que les acteurs consultés nous ont vraiment mentionné une multitude de ressources qui existent. Donc il y en a vraiment beaucoup qui existent déjà. Le seul enjeu, c'est qu'elles sont plutôt adaptées au langage du secteur municipal au Québec. Donc ce serait d'adapter ces ressources au langage du secteur privé et ensuite de démocratiser aussi ces ressources existantes. Parce qu'elles sont majoritairement, on a remarqué qu'elles sont pas vraiment connues malheureusement des acteurs consultés en général. Ensuite, il faut aussi créer des nouveaux outils. On peut créer des nouveaux outils, mais ces outils devraient être vraiment basés sur l'apprentissage par les pairs. Donc ça peut être des communautés de pratique, ça peut être justement des groupes de discussion, mais aussi des témoignages, comme on l'a fait avec le cahier adaptation et résilience avec UNP. Vraiment basé sur l'apprentissage par les pairs. Ensuite, donc, il faut développer des connaissances sur les coûts et bénéfices de l'adaptation, documenter les bons coûts, justement des mesures d'adaptation qui auraient été mises en place, combien est-ce que ça a coûté, combien est-ce que ça a rapporté, pour vraiment convaincre que l'adaptation est un investissement. Et ensuite, favoriser un environnement réglementaire incitatif, comme je l'ai déjà mentionné. À l'échelle organisationnelle, si on devait juste prendre deux recommandations, parce que j'en aurais plein, mais vraiment si on devait se concentrer sur deux, la première, ce serait d'intégrer les risques climatiques dans votre gestion de risques organisationnels. C'est la première étape pour passer d'une adaptation réactive à une adaptation proactive, comme on l'a vu dans le cycle de l'adaptation, et comme Anne-Josée l'a précisé sur la liste de menaces, sur les opérations et sur la chaîne d'approvisionnement. Ensuite, le deuxième, ça va être de favoriser la collaboration, la coordination et l'engagement de l'ensemble des acteurs. Donc encore une fois, cette notion de partie prenante. Quand on parle de collaboration, coordination, c'est justement se concerter avec l'ensemble de ses partenaires. Faire l'exemple de gestion centralisée de l'approvisionnement par filière, c'est un peu ça. C'est vraiment collaborer, se coordonner, puis se partager les bons coups. Et ensuite, l'engagement de l'ensemble des acteurs, encore une fois, pour créer cet espace, cet environnement incitatif, en fait, et cet effet boule de neige. Je finirai la présentation par les retombées de ces deux belles initiatives, de ces deux consultations. Si je devais en mentionner que 4, la première, ça a été que ça a pu mobiliser et sensibiliser un bon nombre quand même de têtes de réseau économiques du Québec. On parle quand même d'une trentaine de têtes de réseau. Ce qui, on l'espère, va permettre de créer des ambassadeurs, des relayeurs de l'adaptation au changement climatique, qui vont justement pouvoir aller créer une adaptation systémique, relayer l'importance de l'adaptation au changement climatique auprès de l'ensemble des acteurs auxquels ils sont connectés. Et ensuite, comme on a pu, donc je vous ai un peu présenté certains résultats, mais il y a des rapports qui ont été produits, qui vont être accessibles gratuitement et qui vont permettre de produire de la donnée, rendre accessible de la donnée pour sensibiliser les entreprises, mais en fait l'ensemble des acteurs aux impacts des changements climatiques, mais aussi les solutions d'adaptation au changement climatique, les mesures déjà mises en place, puis les recommandations, que ce soit à l'échelle des entreprises, mais aussi à l'échelle de l'écosystème. Parce que vraiment, on insiste dessus là, c'est pas seulement les entreprises qui peuvent s'adapter toutes seules, elles ont besoin de l'ensemble de l'écosystème d'affaires pour les soutenir. Et enfin, ça a permis et ça va permettre d'orienter notre soutien qu'on va pouvoir apporter aux acteurs économiques dans les prochaines années. Donc, ça va orienter notre programmation scientifique et notre offre de services. Merci beaucoup. Je passe la parole à Laurence Coulombe pour le secteur touristique. Oui, merci Elia. Donc, je vais partager mon écran. Donc, oui, merci Elia et Anne-Josée là, pour vos présentations très intéressantes là, qui portent sur l'écosystème d'affaires et puis les entreprises du Québec, mais aussi plus spécifiquement là, de deux secteurs en lien avec l'alimentation. Donc, bonjour à tous. Elia l'a mentionné, mon nom est Laurence Coulombe. Je suis coordonnatrice de programmation scientifique en adaptation chez Uranus. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter une initiative sectorielle d'accompagnement réalisée dans le cadre de notre programmation scientifique.
J'aurais évidemment beaucoup d'éléments à partager aujourd'hui là, sur l'accompagnement que nous avons réalisé auprès du secteur touristique et plus spécifiquement sur les associations touristiques et partenaires reconnus du MTO, donc le ministère du Tourisme. Mais pour les besoins de la présentation aujourd'hui, là, je vais aborder 3 points clés. D'abord, le contexte de réalisation pour situer pourquoi cette initiative a vu le jour, puis à quels besoins là, elle répond. Ensuite, je vous présenterai brièvement l'initiative en elle-même, donc sa structure, son fonctionnement, puis les acteurs impliqués. Puis je terminerai avec quelques retombées, donc c'est-à-dire qu'est-ce que cet accompagnement permet de générer concrètement pour les organisations touristiques et pour le secteur dans son ensemble. Désolée. Donc, depuis plusieurs années déjà, Ouranos collabore avec le secteur touristique québécois là, pour mieux comprendre les impacts des changements climatiques auxquels il fait face dans le cadre notamment de projets de recherche, mais aussi d'autres types d'initiatives. Ces travaux ont entre autres révélé que les acteurs veulent des informations concrètes adaptées à leur réalité régionale, ainsi qu'un accompagnement qui est considéré comme facilitant pour transformer les connaissances en action. Donc, c'est sur cette base que le ministère du Tourisme a confié à Ouranos. Donc, on poursuit notre collaboration finalement en 2022 dans le cadre d'un mandat de 5 ans pour soutenir l'adaptation du secteur touristique et poursuivre le travail amorcé. Donc, ça repose sur 4 volets que vous voyez à l'écran, là, puis vous voyez également les objectifs là, auxquels qu'on souhaite répondre. Et puis, il y en a un donc, qui est spécifiquement dédié à l'accompagnement des associations touristiques dans la planification et la préparation de l'action. Donc, le secteur touristique, évidemment, là, ça a été mentionné quand même dans les autres présentations, là, est particulièrement vulnérable au changement climatique en raison de sa forte dépendance au territoire et aux saisons. Puis, ça affecte effectivement la sécurité de la clientèle, mais aussi des employés, les infrastructures en tant que telles, mais aussi l'offre touristique. Donc, dans ce contexte, on constate que l'écosystème est quand même mobilisé au sens où ils sont affectés directement. Donc, on comprend de la manière qu'on est affecté. Et puis, on cherche donc à y répondre. Et puis, chaque acteur de l'écosystème que vous voyez à l'écran, qui est quand même assez simplifié là, pour les besoins de la présentation, mais il contribue ou peut contribuer à sa manière à l'adaptation, puis c'est là-dessus qu'on mise là, dans le cadre de l'initiative. Donc, à titre d'exemple, le ministère du Tourisme intègre progressivement l'adaptation dans ses stratégies et ses plans d'action, tout en soutenant des initiatives et projets là, comme celui que je vous présente aujourd'hui. Ensuite, les entreprises qui sont directement sur le terrain adaptent leurs produits à traits sites touristiques, adaptent, mais ils les gèrent aussi et les développent. Et puis ensuite, on a un peu ce qu'on considère au centre de tout ça, les associations touristiques régionales et sectorielles, ainsi que les partenaires du ministère du Tourisme là, qui composent une 50aine d'organisations. Eux occupent un rôle qu'on considère comme étant central puisqu'ils coordonnent les efforts en diffusant les connaissances et en accompagnant, entre autres, les entreprises qui sont membres, mais aussi qui sont simplement sur leur territoire ou qui œuvrent dans leur secteur. Donc, elles deviennent des leviers stratégiques pour l'adaptation du secteur touristique et c'est pour cette raison, entre autres, quels sont le public cible principal du mandat que je vous ai présenté, mais aussi de l'activité d'accompagnement. Donc, l'accompagnement s'est déployé au moment où le ministère du Tourisme demandait aux associations d'intégrer l'adaptation climatique dans leur planification stratégique. On a donc arrimé notre démarche d'accompagnement qui était prévue sur cette opportunité pour répondre aux besoins des associations touristiques et partenaires. La démarche, elle s'est structurée en 2 phases. Donc, la première a pris la forme d'un parcours composé de 4 ateliers
en ligne, participatif, visant la définition d'orientation et d'objectifs d'adaptation à intégrer dans leur planification stratégique. Et puis la deuxième, qui s'inscrit en continuité, a pris la forme d'une cohorte fondée sur l'apprentissage par les pairs, visant l'élaboration de plans d'action appuyant l'atteinte de ces objectifs. Donc, c'est une réflexion stratégique de l'adaptation au changement climatique dont il est question aujourd'hui. Dans les deux cas, la participation était volontaire. Donc, dans un premier temps, l'évaluation des ateliers par les participants effectuée via des questionnaires d'évaluation et une session d'échange là, à la fin des ateliers avec les participants soulève que les ateliers ont, entre autres, permis de consolider les connaissances en adaptation, d'amorcer une réflexion stratégique, comme je le mentionnais, mais aussi bénéficier d'échanges qui ont enrichi la compréhension des enjeux climatiques et du rôle des associations touristiques et partenaires pour l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est sur cette base de planification que la cohorte ACC en tourisme, là, de son petit nom, a été mise en place pour ensuite préparer le passage à l'action. L'objectif principal était d'appuyer donc la préparation d'un plan d'action en adaptation, contribuant à la réalisation des objectifs, comme je le mentionnais, qui était déjà établi là, par chacune des organisations. Et puis, de le faire en créant un contexte favorable au partage et harmonisation des pratiques, l'expérimentation d'outils, puis le renforcement du réseautage pour faire un clin d'œil là, à certaines conditions de succès qu'Elia a présentées. Donc, une invitation d'inscription a été à la cohorte a été envoyée là, à toutes les ATR, donc Association touristique régionale sectorielle, puis les divers partenaires du ministère du Tourisme. Et puis 23 s'y sont inscrites et participées. La majorité des participants étaient des professionnels. Donc, pour représenter les organisations, il y avait des professionnels responsables du développement durable, du développement des destinations, ou encore des services aux membres. Donc, des personnes qui sont directement impliquées dans l'évolution et l'accompagnement de leur milieu. La stratégie d'accompagnement a été pensée pour s'adapter aux réalités des organisations tout en misant sur leurs forces internes. Donc, vous avez vu sur la carte, on a des organisations de partout au Québec et puis qui sont très occupées, très mobilisées. Donc, pour ce faire, Oranos a fait appel aux expertises de deux organisations. Donc, la Maison de l'innovation sociale pour réaliser les ateliers collaboratifs structurés, dans le fond, chacune de ces activités que vous voyez à l'écran ont été structurées selon différentes sections du plan d'action pour favoriser le partage puis l'intelligence collective. Puis on a également profité de ces occasions pour mobiliser des experts externes sur différents sujets là, d'intérêt pour faire avancer les réflexions. Et puis ensuite, on a également fait appel au pôle d'innovation en tourisme durable du MT Lab pour réaliser des rencontres d'accompagnement individuel avec des experts en stratégie, puis justement en planification, qui ont aidé chacune des organisations de manière individuelle à structurer puis à consolider leur plan d'action. Donc, des échanges thématiques ont également eu lieu en cours, en milieu de parcours, là, si on veut, pour explorer des démarches inspirantes d'adaptation au changement climatique à une échelle sectorielle, donc donner des comparatifs. On a utilisé notamment ce qui se passe là, en ce moment en santé, donc avec les vrac parcs, mais aussi avec les plans climat au niveau municipal, parce que je crois que ça a été mentionné dans un commentaire là, du chat, c'est qu'effectivement, ces organisations-là ont tout intérêt à collaborer avec d'autres types d'acteurs qui peuvent soutenir l'adaptation. Puis la cohorte, finalement, là, elle s'est conclue par un événement de reconnaissance là, de manière à mettre en valeur tout le travail accompli, mais également là, les résultats concrets.
Donc, on a élaboré la démarche de la cohorte de manière à atteindre diverses retombées. Il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, je vous en présente trois. Donc, une des retombées était l'acquisition de connaissances pour préparer le passage à l'action. On souhaitait compléter un plan d'action, d'adaptation pour chacune des organisations. Et puis, ultimement, développer aussi une vision intégrée du secteur touristique en matière d'adaptation. Donc, d'amener les organisations à, avoir cette vision pour le secteur qui repose quand même sur justement la collaboration, puis l'échange, le partage d'expertise. Donc, tout au long de la cohorte, ben, pour ce faire, là, on a réalisé une évaluation mixte pour notamment ajuster l'accompagnement et les ateliers en continu aux besoins des acteurs, puis selon aussi les sujets d'intérêt, puis les questions qui émergeaient, mais aussi pour évaluer la mise en œuvre de la cohorte, puis les résultats immédiats auprès des participants. On se limite aux résultats immédiats parce que à court terme, on ne pouvait pas voir nécessairement comment tout ça allait percoler à long terme. Donc, on s'est appuyé sur des observations des intervenants, des suivis, des bilans, mais aussi sur des rétroactions avec les participants, des questionnaires, des discussions. Donc, un bilan a été rédigé pour consolider l'ensemble des données. Et puis, ça nous permet de constater que les retombées ont été atteintes. Donc, plus précisément, la retombée en lien avec l'acquisition des connaissances peut être évaluée avec, entre autres, un questionnaire d'auto-évaluation par les participants pré- et post-cohorte. Donc, les résultats montrent que les répondants considèrent que leur organisation connaissent mieux les actions ou stratégies d'adaptation pour réduire les risques liés au changement climatique pour leur région ou leur secteur, les stratégies d'évaluation pour mesurer l'efficacité des actions d'adaptation au changement climatique mises en place, et puis les outils et approches pour mieux préparer l'action en adaptation au changement climatique. Ensuite, pour ce qui concerne la deuxième retombée, sur les 23 organisations participantes, 22 ont remis un plan d'action, encore une fois, sur une base totalement volontaire. Donc, dans un secteur où les organisations disposent déjà de plusieurs outils stratégiques, que ce soit une planification stratégique, des plans d'action, euh, on voulait que les plans développés dans le cadre de la cohorte soient élaborés de manière à y être complémentaires, puis même intégrés dans d'autres plans existants ou soutenir les réflexions pour le développement de d'autres plans ou stratégies. Donc, et tout ça a quand même été rédigé et réfléchi à partir de grandes orientations et objectifs stratégiques. Donc, ici, je crois qu'un élément clé, c'est quand même de structurer l'adaptation sur l'existant. Ensuite, pour ce qui concerne la dernière retombée relative au développement d'une vision intégrée, on s'appuie sur les 115 actions qui ont été définies dans l'ensemble des plans d'action complétés par les organisations. Donc, quand on analyse ces actions, on peut constater on a constaté en fait qu'elles pouvaient être associées directement et puis assez naturellement avec différents rôles ou mandats existants de ces organisations-là, associations touristiques et partenaires reconnus du ministère du Tourisme. Donc, on voit que l'accompagnement des entreprises, l'acquisition et la diffusion des connaissances stratégiques, le développement et la structuration de l'offre, l'accueil, l'information et la signalisation touristique, la promotion, la commercialisation et la mise en marché étaient des rôles qui réalisaient déjà, auxquels on pouvait associer ou développer des actions spécifiquement pour l'adaptation au changement climatique. Donc, ça devient, à nos yeux, des leviers assez intéressants. Donc, il y a plusieurs autres mandats, mais c'est vraiment ces 5
qui sont ressortis suite à l'analyse de l'ensemble des actions. Donc, avec cette vue d'ensemble, on peut aussi dégager une idée de trajectoire que le secteur souhaite suivre à court et moyen terme. On peut voir aussi les actions qui peuvent être mises qui peuvent être mises en place pour répondre aux divers enjeux d'adaptation au changement climatique, mais ça ouvre aussi la porte à de nouvelles collaborations sur la base d'intérêts communs. Donc, je le rappelle, là, la démarche d'accompagnement a beaucoup misé sur le partage d'expériences et la collaboration pour éviter de réfléchir en silo, mais également de réduire les silos lorsque viendra le temps de mettre en œuvre ces actions. Donc, l'évaluation des retombées, l'exercice d'évaluation générale que je mentionnais plus tôt, a également permis de révéler qu'au-delà des retombées attendues, les participants souhaitaient suivre la dynamique créée dans la cohorte. Donc, ils souhaitent continuer à apprendre ensemble, de mutualiser les outils, les ressources, d'apprendre de l'intelligence collective, puis de s'inspirer des expériences de chacun. Mais aussi d'amplifier l'impact collectif par des actions structurées. Donc, pendant et suite à la cohorte, on a vu émerger des collaborations entre plusieurs ATR et ATS, mais aussi des partenaires, pour répondre à des besoins communs puis mettre en œuvre des actions d'adaptation. On a également, en fait, pour soutenir cet élan, puis renforcer encore davantage la mobilisation sectorielle, donc à l'échelle du secteur touristique, le ministère du Tourisme a lancé récemment le réseau de ressources en transition climatique pour poursuivre les réflexions, donc répondre aux besoins exprimés par les participants, qui permet d'aller quand même plus loin dans la préparation du passage à l'action avec une approche, encore une fois, collective. Mais aussi un méta-laboratoire en adaptation au changement climatique des territoires et organisations touristiques qui permettra de tester là, notamment la mise en œuvre de mesures d'adaptation. Donc, c'est super intéressant pour nous de voir que le travail accompli a des retombées auprès des organisations directement, mais à l'échelle du secteur où justement on met sur les rôles et responsabilités là, de tous pour l'adaptation au changement climatique. Donc, c'est un bref aperçu de ce qui a été réalisé. Mais en conclusion, il y a un accompagnement qui a permis de passer de la compréhension des enjeux climatiques à l'action. Les AT, donc les associations touristiques et les partenaires du MTO, se sont mobilisés, ont renforcé leurs connaissances et ont produit 22 plans d'action totalisant 115 mesures. Ce qui est quand même non négligeable. La cohorte a également contribué à la création d'un élan collectif où l'apprentissage par les pairs et la collaboration se multiplient. Et puis cet élan se poursuit. Puis finalement, les résultats globaux de la cohorte nous portent à croire que la démarche d'accompagnement mise en place serait aussi applicable à d'autres secteurs d'activité économiques connexes qui sont organisés de manière similaire, mais qui font face aussi à des enjeux similaires. Donc, on poursuit nos réflexions sur cette piste pour voir comment est-ce qu'on pourrait mettre à l'échelle ce qui a été réalisé avec le secteur touristique, qui maintenant, justement, peut se positionner, je crois, comme quand même un leader de l'adaptation au changement climatique. Donc, merci à tous pour votre écoute. Je laisse maintenant la parole à Emmanuel pour amorcer la portion panel du webinaire. Merci beaucoup, Laurence. Merci, Anne-Josée, Elia aussi pour les présentations. On a vu beaucoup de contenu. C'est sûr que c'était un survol, donc on vous invite vraiment vivement à aller lire plus en détail les différents rapports, les différents
les différents outils qui ont été développés et présentés. Les liens vers les documents viennent d'être ajoutés dans le fil de discussion, donc n'hésitez pas. Mais avant de vous plonger là-dedans, restez avec nous pour le panel et pour la discussion. Peut-être, c'est ça, on l'a vu, il y a beaucoup de constats communs, des enjeux partagés aussi qui émergent des différentes présentations, des leviers qui ont été identifiés, parfois effleurés, puis vraiment on voulait, dans le cadre du panel, aller un peu plus loin, puis aussi avoir le retour d'expérience d'acteurs qui sont engagés dans les différents secteurs, Euh, c'est ça, entre autres, l'idée de cette demi-heure, c'est vraiment d'échanger avec les trois panélistes, mais aussi, je vous invite à ajouter vos questions dans le fil de discussion. On aura un temps à la fin du panel pour échanger et partager ces questions-là. On a aussi pris bonne note des multiples questions et des multiples échanges dans le fil de discussion. Ça me fait vraiment plaisir d'échanger avec trois panélistes en cette fin de matinée. Donc, Anne-Josée Laquer, que vous connaissez, qui nous a présenté le cahier adaptation. Ensuite, Annick Van Kampenhout, qui est vice-présidente progrès en alimentation et développement durable au Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Merci Annick de votre participation. Carl-Éric Guertin, qui est directeur général de la Société du réseau Économusée. Donc merci Carl-Éric qui va amener sa perspective tourisme dans la discussion. J'ouvrirai directement la discussion juste en vous invitant à réagir en fait à tour de rôle sur les présentations qui ont été faites ce matin, sur les éléments, les constats, les différentes conclusions. Voir de votre côté, est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent? Est-ce qu'il y a des éléments que vous souhaitez souligner ou peut-être aussi certains éléments sur lesquels on a peut-être moins mis l'emphase dans les présentations, mais que vous jugez importants et pertinents? Donc j'ouvrirai le bal en fait avec Annick sur cet aspect-là. Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Rien de surprenant. Puis je parle au nom des entreprises avec qui je travaille. On est dans la transformation alimentaire. Rien de surprenant. Les entreprises travaillent à la transition, au changement climatique. On l'a vu, les GES, on travaille beaucoup là-dessus. On essaye de prendre puis Maison Orphée est un super exemple. On essaye de prendre les éléments un par un en sachant pas vraiment par où commencer. En revanche, toute la partie adaptation est encore, et les chiffres le démontrent, est encore quelque chose de nébuleux ou voire quelque chose qui n'est pas du tout adressé. Alors, rien de transcendant pour nous. Non, pas du tout. Merci. Anne-Josée? Oui, mais moi, ce que je retiens, puis ce qui m'a surprise un peu à travers tout ça, c'est de dire, ben, OK, on a la réglementation, on va pouvoir jouer un rôle, mais on n'a pas dit, puis moi, je l'entends sur le terrain, que la réglementation, en ce moment, peut parfois être nuisible à la mesure d'adaptation, particulièrement si une entreprise a été affectée très fortement. On peut penser aux grandes inondations, par exemple à Charlevoix pour le secteur touristique ou dans le secteur agricole parfois, où on doit mettre en œuvre rapidement des actions, mais la paperasse parfois est compliquée, c'est long. Donc, oui, on a besoin d'un système réglementaire là, qui vienne favoriser la mise en œuvre, mais aussi qui facilite le côté d'adaptation réactive qui doit être mis en œuvre. Fait que je pense que ce côté-là, qui n'était pas ressorti dans les discussions, puis que moi, on entend un peu sur le terrain, j'ai beaucoup aimé l'intégration dans les rôles que nous jouons déjà. Laurence a parlé de ça. On joue déjà des rôles dans le secteur touristique. On a déjà des éléments dans lesquels on peut venir imbriquer nos actions d'adaptation. Ça, c'est vraiment le fun. Puis ce que j'ai aimé, c'est toute cette notion-là d'échange, de dialogue. C'est un sujet dont il faut se parler. On s'en parle pas suffisamment. Les gens sont pas sensibilisés encore au sujet. Donc, faut le mettre à l'agenda, ce que vous faites très, très bien, ce qui était intéressant. Puis ce que j'ai retenu, ça m'a fait penser, puis j'ai pris ça en note. Il y a 4 compétences clés pour réussir des changements systémiques qui ont été identifiés par Commune Agir. Puis c'est apprendre ensemble, créer des ponts, mobiliser les connaissances,
pour être apte à agir en écosystème. Fait que je trouvais que tout ce qui avait été discuté me faisait penser beaucoup à ça. J'ai l'impression qu'on est en train là, d'essayer de se doter de ces compétences-là dans nos entreprises, dans notre écosystème d'affaires. Puis il y a encore beaucoup de travail à faire, mais au moins, j'ai vraiment l'impression qu'on essaie d'aller dans la bonne direction, bien qu'on soit au début là, d'une démarche qui est loin d'être proactive encore aujourd'hui. Oui, merci. Ouais, tout à fait. Puis je pense que c'est ça, les différentes initiatives l'ont montré là, cette volonté de dialogue, de partage de bonnes pratiques, de partage et de mise en commun en fait des apprentissages aussi là. Oui, on est au début, mais on sent qu'il y a une émulation aussi auprès des différents acteurs. Karl-Éric, je ne sais pas de votre côté si certains éléments, peut-être avec l'aspect touriste, le regard touriste aussi, tourisme aussi. Ben, deux éléments. Je constate que les freins dans les différents secteurs sont les mêmes freins que dans le secteur touristique, que ce soit le manque de sensibilisation, l'absence de leadership, priorisation organisationnelle, puis surtout les dollars et les ressources humaines dédiées aux enjeux, à l'adaptation au changement climatique, même en tourisme durable. L'autre élément que je veux faire ressortir, c'est à la suite de la présentation de Laurence, effectivement, le secteur touristique est très, très mobilisé. D'abord en tourisme durable et responsable, maintenant en adaptation au changement climatique. Et je pense que ce que Ouranos se fait en termes d'accompagnement des associations touristiques nous a permis de faire un pas, un bon pas en avant, un grand bond, je dirais, en avant. Ce qui, et je rajouterai un dernier élément dans les présentations. Les petites entreprises ont besoin d'actions concrètes à appliquer. C'est un peu le commentaire qu'on a de nos entreprises. On sait que c'est là, mais concrètement, quels gestes on pose, ça, on l'a pas tout à fait encore dans le secteur touristique. Ok, merci, ouais, c'est intéressant aussi cette distinction entre la taille des entreprises. Ouais, je pense que Anne-Josée l'amenait le baromètre entre les plus grandes organisations et les très petites entreprises aussi. Merci pour ce regard et cette réaction par rapport aux présentations. Peut-être j'irais sur l'aspect, justement, on le constate que le passage à l'action en adaptation est encore parfois difficile ou en fait vient s'inscrire dans beaucoup d'autres choses à gérer pour une organisation, une entreprise. Si on parle des PME encore plus, là, puis les très petites entreprises aussi. Donc, on a un contexte économique incertain, on a des enjeux de personnel, on a des demandes de clients. Bref, on a beaucoup de choses à gérer avec l'opération quotidienne aussi de l'organisation. Donc, comment est-ce que vous voyez, en fait, est-ce que vous avez un peu des stratégies, des démarches qui nous permettent de voir un peu comment on peut intégrer l'adaptation sans que ce soit perçu comme une charge supplémentaire pour les organisations, que ce soit comme, ah, mais ça rajoute quelque chose dans l'assiette qui est déjà vraiment pleine, puis on n'a pas le temps ou on le met pas sur le haut de la pile. Donc, peut-être justement en regardant en fonction aussi de vos secteurs, puis de votre rôle dans l'écosystème, est-ce qu'il y a certaines stratégies, démarches qui permettent de faire, de transformer un peu ce défi en opportunité ou en levier en fait pour accélérer le passage à l'action? Puis ben, là, je commencerai peut-être par Joséanne, qui toi, ben, vous accompagnez déjà beaucoup d'organisations, d'entreprises, donc vous avez ce regard et cette lecture auprès du passage à l'action. Oui, merci. Mais en fait, tout repose sur nos données du baromètre de la transition des entreprises qu'on analyse là, depuis 2022. Ça nous a permis d'identifier des moments de vérité qui se présentent dans la vie des entreprises où, quand on pense à intégrer le climat à ce moment-là, ça facilite le passage à l'action. Puis je peux penser, par exemple, quand on agrandit notre usine, on a vu l'exemple de Écolofarm, mais quand on achète un nouvel équipement, on fait un investissement, c'est le temps de se demander, est-ce que cet équipement-là vient avec une vulnérabilité ou est-ce que je vais l'installer? Est-ce que je le mets au sous-sol si mon sous-sol a des risques d'inondation? Donc, de penser à l'intégration du côté de l'adaptation au moment où on investit en recherche et développement, où on développe une nouvelle offre de produits, par exemple touristique ou autre, au moment où on revoit notre signalisation, est-ce qu'il y a des nouveaux éléments ajoutés? Donc, à chaque fois qu'on pense à faire un investissement sur ces moments de vérité-là, on en identifie beaucoup et c'est ce qu'on transmet dans nos ateliers interactifs avec les entreprises
pour essayer de réaliser quels sont ces moments-là, puis les capter. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir un plan d'adaptation tout défini ou avoir mesuré tous ces gaz à effet de serre pour saisir les moments de vérité qui se présentent là, dès demain matin dans notre entreprise. Fait que je pense que ça, c'est vraiment important. Puis l'autre élément, c'est de compter sur de l'expertise. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est quand on regarde sur la mise en œuvre d'actions climatiques. Puis là, on parle d'adaptation, mais aussi de l'atténuation. Comme tu l'as dit, les événements qu'on subit en ce moment, c'est la suite de décennies d'émissions de gaz à effet de serre. Et puis là, ben, si on ne se met pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre, ça ne va que s'amplifier. Donc, les deux sont corrélés. Puis, ce qui fait qu'il y a de la mise en œuvre, là, c'est quand les entreprises nous déclarent ou disent compter sur de l'expertise à l'interne ou à l'externe. Donc, quand notre association sectorielle va chercher l'expertise comme Uranus puis la déploie vers les PME, les plus petites entreprises, quand on a des experts qui peuvent mettre en place un plan auquel les entreprises n'ont qu'à souscrire puis à y prendre part, puis on sait déjà quelles actions doivent être mises en œuvre. Quand notre ville a un plan d'adaptation, qu'elle connaît les risques, puis qu'elle redistribue cette information-là sur les entreprises, sur le territoire, c'est toutes des façons d'aller infuser de l'expertise jusqu'aux plus petites entreprises. Puis quand il y a l'expertise, on voit que ça corrèle avec la mise en œuvre. Donc, je pense que l'élément là, de saisir les moments de vérité, puis aller chercher l'expertise à l'interne ou à l'externe, quand on recrute un nouveau dirigeant, là, regardez s'il y a une expertise environnementale, hop, c'est déjà une façon d'intégrer ça. C'est quand même utile. Oui, merci. Vraiment intéressant. Puis, en effet, l'aspect du moment de vérité, je pense que c'est une occasion à saisir et à, en fait, être ouvert et attentif à ces moments de vérité pour entrer l'adaptation dans les différents processus. Karl-Éric, peut-être sur cet aspect de comment Ben, on fait. je dois dire que je partage exactement la réaction, les commentaires de Anne-Josée. Je rajouterais également dans ces moments charnières-là d'entreprise, c'est peut-être lors d'une planification stratégique d'insérer des éléments d'adaptation au changement climatique ou encore dans un plan de gestion de risque qu'ils ont déjà leur dire qu'il faut qu'ils fassent, on vient de le tester avec un petit groupe, là, faire un diagnostic pour se préparer à l'adaptation au changement climatique, là, c'était une tâche colossale pour eux autres. Alors, y aller, moi, je préfère y aller par petits pas. Alors, placez quelques gestes dans vos actions quotidiennes, planification stratégique, gestion de risque ou encore lorsqu'on revoit l'expérience touristique pour en développer une nouvelle, c'est là qu'on doit intégrer des éléments d'adaptation au changement climatique. Merci. Annick? Euh, Ce qu'Anne-Josée dit, le moment de vérité, c'est important. Il faut que ce moment de vérité soit associé, en tout cas pour nos entreprises, au compte de banque. Il faut associer les bénéfices économiques. Oui, on est dans une société comme ça et nos entreprises doivent regarder leurs marges, leurs opérations, les coûts d'opération. Sensibiliser ces entreprises-là en disant, si tu changes ta marmite, pense économie d'énergie, mais économie de coûts, ça va tout de suite avoir un impact. Tout de suite leur parler en disant, hey, oui, ça c'est vrai. Les coûts d'opération dans les 5 dernières années ont explosé littéralement. On le voit parce que notre panier d'épicerie a augmenté, et je parle pour mon secteur. Il faut que les entreprises aillent chercher des économies d'échelle, des économies, tout simplement, pour ne pas justement refléter ces coûts-là dans les opérations. Donc, prendre les entreprises par le côté financier est pour moi un levier extrêmement important pour les sensibiliser. Euh, il y a aussi tout l'aspect donneur d'ordre. Les banques qui financent, dans notre cas, les clients, c'est-à-dire les chaînes, les distributeurs qui demandent aux entreprises leur bilan environnemental, ce qui va nécessairement engendrer des réflexions, selon moi, sur l'adaptation. Donc, c'était mon point de vue là-dessus. Merci. Puis peut-être pour rebondir justement sur cet aspect côté financier, comment est-ce que vous voyez actuellement, est-ce qu'on est assez équipé pour
amener ces éléments-là dans la réflexion pour outiller les organisations. C'est sûr que Elia le mentionnait, mais il y a un besoin de partage d'études de cas. Nous, quand on approche des organisations ou des regroupements, c'est la première question qu'on se fait poser aussi. C'est quoi le retour sur investissement? Qu'est-ce que je vais y gagner de façon économique? Mais est-ce que vous avez des exemples où on est encore vraiment à cette étape de besoin de développer des connaissances, puis On a encore besoin de développer beaucoup de connaissances et c'est tellement multifactoriel, énergie, eau, gaz à effet de serre. C'est tellement vaste et tellement complexe pour une entreprise qu'on a encore besoin de développer beaucoup de connaissances là-dessus. Quelle économie substantielle ou quelle économie versus impact climatique. Si j'investis dans une marmite à pression, euh, OK, ces économies-là, je vais les avoir, mais fondamentalement, est-ce que l'impact climatique va être majeur? Donc, il y a toute cette corrélation-là qui n'existe pas ou qui n'est pas suffisamment documentée, assurément. Tout à fait. Puis je pense qu'il y a aussi l'aspect du coût de l'inaction. On réfléchit Oui, aussi à cet aussi, élément tout à de fait. si vous ne faites rien, ça va vous coûter beaucoup plus cher, Oui, puis beaucoup plus cher sur un long en terme. Donc, assurance, en assurance, c'est un autre élément. bien sûr. Exact. Je ne sais pas, Anne-Josée et Carl-Éric, si vous voulez réagir sur cet aspect plus approche financière, approche retour coût, retour sur investissement, Ben, coût-bénéfice. effectivement, je pense qu'il y a besoin de documenter, mais quelque chose qu'on a fait nous. On a des membres qui ont subi les feux de forêt dans le nord du Québec il y a quelques années. Ils sont venus témoigner à notre rencontre des membres et ont parlé de leurs pertes. On a également une entreprise au Lac-Saint-Jean qui offre des visites en forêt, mais dû à l'augmentation des températures, des orages, canicules, l'humidex, a été obligé d'annuler des sorties en forêt. Alors, il est capable de démontrer concrètement ces pertes de revenus liées au changement climatique. Et ça résonne très fort auprès de d'autres entrepreneurs. Des cas concrets de perte d'argent. Mm. L'autre élément en termes de peut-être financier, c'est que dans le secteur touristique, les programmes qui sont administrés par le ministère du Tourisme ou encore ce qu'on appelle les ATR, les associations touristiques régionales, donne des points boni, c'est-à-dire un pourcentage d'aide financière supérieur si tu es capable de démontrer que ton projet respecte le tourisme durable et responsable et l'adaptation au changement climatique. Donc, on parle ici peut-être d'incitatifs financiers pour encourager les entreprises à prendre un virage durable et adaptation au changement climatique. Merci, ouais, vraiment intéressant. Anne-Josée? Oui, en complément, en ce moment, les villes MRC sont en train d'adopter leur plan climat, mettre en œuvre des initiatives. Donc, quand il y a des programmes qui sont structurés et qui permettent de venir apporter un financement complémentaire pour les petites entreprises, ça aussi, c'est très apprécié par les entrepreneurs. Donc, ça vient avec de l'expertise, puis en plus des sous. Puis ça, ben, ça facilite beaucoup les choses pour être capable de l'implanter puis de l'intégrer là, dans sa mise en œuvre. Puis je voulais rajouter au niveau économique que dans nos données, on demande aux dirigeants, dirigeantes qui agissent pour le climat, autant en adaptation qu'en atténuation, quel a été votre élément déclencheur du passage à l'action? Et l'année dernière, les deux principaux éléments, c'était les préoccupations de mes employés. Donc, si les employés se préoccupent du climat, sont éco-anxieux, ils apportent ça au bureau, ils disent, il faut faire quelque chose pour le climat, mais les dirigeants disent, moi, j'ai fait quelque chose parce que ça préoccupait mes employés. Mais le deuxième, c'est la réduction des coûts. Donc, il y a de la réduction de coûts, autant de mesures d'adaptation que d'atténuation. J'adore l'idée de Carl-Éric de dire, regardons les pertes qu'on va éviter. Ça se traduit en réduction de coûts pour un entrepreneur, réduction de coûts d'assurance ou en tout cas de pouvoir rester assurable. Tout ça, là, c'est des considérations très, très à la fois financières et vraiment économiques de pérennité de notre entreprise là, qu'on regarde. Et je pense que quand déjà un entrepreneur m'avait dit, ah, des risques, Anne-Josée, j'en gère tous les jours, j'ai un baluchon de risques gros comme ça, je suis bon à gérer des risques. Fait que le risque climatique, quand je vais y faire face, je vais être capable de le gérer. Mais si tu me parles d'une menace, par exemple, réelle, sur mon bottom line, ma trésorerie, des choses imprévues qui peuvent arriver, là, tu as mon attention, là. C'est au-delà du risque. Donc, je pense qu'on le voit dans le secteur touristique, là, il y a des choses qui sont extrêmement même menaçantes, puis ça vient
créer là, vraiment une mise en œuvre, une mobilisation concrète. Oui, tout à fait, merci. C'est vraiment intéressant. Puis un peu dans la même, si on poursuit un peu justement cette réflexion-là des éléments déclencheurs pour le passage à l'action, mais aussi la réflexion, on en a parlé beaucoup toute la matinée de l'approche qui est très d'une adaptation réactive. On veut passer à une adaptation qui est proactive et planifiée. Puis ça, c'est vraiment plus facile à dire qu'à faire, je pense. Mais justement, et puis en prenant votre rôle dans l'écosystème aussi, puis le rôle que joue votre organisation en tant qu'association sectorielle ou regroupement ou organisation qui accompagne. Comment vous voyez comment on peut accélérer en fait ce changement de posture et ce passage vraiment à une approche proactive? Peut-être est-ce que vous avez des exemples déjà d'initiatives ou d'éléments d'action qui démontrent une transition vers vers cette approche. Puis peut-être certains facteurs facilitants. Là, je pense qu'on en a parlé un peu avec les programmes structurants. Je pense que c'est déjà un exemple d'éléments ou des incitatifs financiers qui permettent d'avoir cette réflexion peut-être sur le plus long terme aussi, puis justement d'avoir une approche vraiment de planification au niveau de l'adaptation. Je ne sais pas, Carl-Éric, Ouais, peut-être pour je peux commencer. Ouais. commencer. Euh, pour moi, la première étape comme tête de réseau, c'est qu'il faut que les bottines suivent les babines, si vous me permettez l'expression. C'est-à-dire que nous, comme organisation, avec le conseil d'administration, la direction générale, on s'est engagé comme organisation dans le développement durable, tourisme durable, adaptation au changement climatique. On a engagé nos ressources pour ça qui est dédié. Pour une petite organisation, c'est un choix stratégique d'organisation pour accompagner nos membres et se positionner sur l'échiquier touristique. Et aussi, c'est de permettre à cette ressource-là de participer à l'ensemble des opportunités qui se présentent. Ouranos en était un exemple. On est dans le réseau de ressources en transition climatique. Dans nos plans d'action, on a des actions. Donc, il faut que l'organisation, avant d'accompagner les entreprises, soit elle-même engagée. Et c'est beaucoup plus facile, et cette ressource-là, elle est formée. Maintenant, elle peut accompagner les entreprises et c'est là qu'on est rendu, nous, dans notre rôle de tête de réseau, d'accompagner nos entreprises. Je reviens à les échanges entre entreprises. C'est quelque chose qui est très, très gagnant. L'autre élément qu'on a encouragé nos membres, c'est d'avoir des stratégies de communication. On se souvient des inondations dans Charlevoix. On a des membres qui ont été affectés. C'est pas l'ensemble de la région de Charlevoix qui était fermée, mais dans le grand public puis dans les médias, Charlevoix était fermé. Alors, il y a eu des pertes chez certaines de nos entreprises. Donc, on leur dit, soyez prêts, ayez un plan de communication. S'il y a un événement qui se prépare, ben, soyez déjà prêts à alimenter vos médias sociaux, votre site Internet. Voici comment vous pouvez venir chez nous. Fait que ça, c'est un élément au niveau de la communication qu'on oublie souvent dans la préparation dans l'adaptation Hmm. climatique. Ouais, tout à fait. Merci. Annick, peut-être du côté justement de transformation distribution. Il y a encore 5 ans, que dis-je? Oui, 5 ans d'ici, le développement durable était pas nécessairement dans les plans ou dans les... On a un rôle comme association de coordonner la sensibilisation, l'information, de créer des cohortes aussi, des cohortes d'ambassadeurs ou de visionnaires qui vont, qui vont faire la locomotive du train et attirer les autres. Oh, un tel a fait ça. Ah, tiens, il a économisé du temps. Alors, c'est ce rôle-là qu'on joue. On crée des cohortes, on transmet l'information, on partage des données quand elles sont disponibles. Donc, ça, c'est fondamental pour Hmm. nos entreprises. Oui, tout à fait. Puis de votre côté, Anne-Josée. De notre côté, Mhm. on mobilise une communauté de pratique d'accompagnateurs de PME. C'est plus de 200 personnes dans toutes les régions du Québec. Certains accompagnent des PME, une dizaine dans l'année. Il y en a que c'est jusqu'à des centaines dans l'année. Ce sont des développeurs économiques, des conseillers à l'innovation,
des experts, des consultants. Puis si toutes ces personnes-là sont mieux outillées pour comprendre les données d'adaptation, pour intégrer les enjeux d'adaptation dans leur accompagnement, et ça a un reflet sur des centaines, des milliers de PME. Un des grands défis à l'heure actuelle, c'est par exemple le fait que le fonds Éco-Leader manque de financement. Donc, beaucoup de ces accompagnements-là, à 75%, étaient subventionnés par le fonds Éco-Leader. Et là, on a plein de petites boîtes de consultation, des OBNL, des coopératives, toutes sortes de gens qui accompagnent les plus petites entreprises, là, les 1 à 10, les 10 à 2,49. Et pour pouvoir faire cet accompagnement-là, même pour des dirigeants là, qui sont préoccupés puis engagés, ils ont besoin du petit coup de pouce additionnel financier. Et là, c'est un fonds qui n'est pas renouvelé. Donc, on voit là sur le terrain un effritement de notre belle expertise d'accompagnement des PME. Et ça nous préoccupe. On a vraiment besoin de ressentir que cette expertise-là, elle doit être, et c'est ce qu'on avait là, c'est ce qu'on dispose, mais on sent un effritement là. Il y a des PME, il y en a dans toutes sortes de secteurs, dans toutes les régions du Québec. C'est très, très varié. Donc, on a besoin de cette multiplicité d'expertise qui vient se spécialiser pour accompagner les gens dans chacun leur secteur, de comprendre ce qui se passe, de polliniser les meilleures pratiques d'une organisation à l'autre, puis à travers notre communauté de pratique, ensuite de repolliniser ça à travers des plus grands champs. Donc, il y a quelque chose là, qui était vraiment en train de prendre forme dans l'écosystème d'affaires. Je pense qu'il mérite d'être davantage soutenu, puis de le maintenir pour les années qui s'en viennent, de l'encourager, puis toute cette expertise-là qui se développe pour aider nos petites entreprises. L'expertise ne pourra pas se retrouver nécessairement au sein de chacune des entreprises sur une base individuelle. On a vraiment besoin de ce beau filet social, là, économique de réseau d'accompagnement qui vient aider nos entreprises. Oui, tout à fait. Puis oui, c'est un défi de conserver cette expertise ou d'assurer se diffuse et qu'elle rayonne et qu'elle est partagée et utilisée par le plus grand nombre, en effet. Peut-être avant de passer on va ouvrir plus les questions, mais peut-être un dernier mot spécifique au panel, mais en une minute, peut-être que si vous aviez un message à envoyer à une entreprise qui dit, bon, moi, je me lance dans une démarche d'adaptation, qu'est-ce que vous lui diriez? Oui, moi, ben, Peut-être que on se commencer. lance ou Oui, on se vas-y. lance pas. En fait, pour moi, là, ce que je remarque dans les données puis dans ce qu'on voit sur le terrain, les gens avec qui on parle, c'est que les dirigeantes, c'est eux qui répondent à notre enquête, souvent ne savent pas si leur entreprise a été affectée, ne savent pas par quoi, ne savent pas s'il y a eu des conséquences. Donc, pour les gens qui sont sur le terrain et qui voient des conséquences, il faudrait commencer minimalement à les documenter. Hey, on a subi une hausse de coûts, puis finalement, c'était à cause d'une tempête, c'est à cause des changements climatiques, mais ça se rend pas au dirigeant, lui, il ne voit qu'une hausse de coûts. Donc, je pense que de documenter ce qui se passe, de commencer à en être plus conscient, déjà, ça ferait une information stratégique qui pourrait se rendre aux équipes de direction pour un peu mieux comprendre comment on est affecté par les changements climatiques dans notre modèle d'affaires. Ok. Annick? Euh, il faut pas voir la montagne, il faut voir les étapes. Euh, c'est- Très souvent, on dit par quel bout je le prends, je veux le faire. Les étapes, une étape à la fois. Chaque petit pas que tu vas faire, c'est un pas de plus. Il faut pas que les entreprises voient ça comme une montagne à monter ou comme un plat de spaghettis à démêler tout d'une fois là. Oubliez ça, un petit pas à la fois. Plan de contingence, une vision, déjà d'avoir une- un, un département ou une sensibilisation. Rien que ça, à tous ces éléments-là, va faire que la machine va partir. Hmm. Merci. Karl-Éric? Ben, c'était comme un lien, hein. Moi, c'était un Hmm. geste à la fois, je pourrais dire lentement mais sûrement, mais surtout ne pas hésiter à aller cogner aux portes pour se faire accompagner. Anne-Josée l'a mentionné, il y a une panoplie d'organisations, de firmes de consultants qui peuvent accompagner les entreprises, donc faut pas hésiter à aller chercher des ressources externes. Merci pour ces messages. Puis l'analogie du spaghetti donne faim, on approche de midi, Annick. J'aimerais ajouter quelque chose, Oui, vas-y, Emmanuel. Anne-Josée. Oui. Je voudrais ajouter que tantôt, Annick, elle a dit les grands donneurs d'ordre nous demandent. Mhm.
Mais les grands donneurs d'ordre au Québec, là, il n'y en a pas tant que ça, là. Eux autres, ils en ont là, des ressources et de l'expertise, puis ils peuvent la partager avec les PME dans leur chaîne de valeur au lieu de juste demander, mais aussi, elles peuvent offrir de l'accompagnement si elles voient des risques, les partager avec les autres, dire comment s'y préparer. Fait que je pense qu'il y a aussi cette espèce Hmm. de solidarité, là, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup dans le milieu économique, mais qui peut s'installer dans nos chaînes de valeur aussi. Ouais, vraiment intéressant. Puis ça fait quoi? Ben, peut-être première question, justement, cette question de solidarité, mais aussi de compétition, c'est ressorti plusieurs fois dans le fil de discussion, justement. Est-ce que un partage d'expérience peut avoir certaines limites dans un contexte où plusieurs acteurs peuvent être des compétiteurs? Est-ce que vous êtes confronté à ça ou on est plus dans une approche vraiment, ou une perspective vraiment de collaboration, puis ces enjeux de compétition apparaissent pas quand on parle d'adaptation avec les organisations? Je sais pas justement auprès de vos membres et partenaires, Annick, Karl, Eric, si vous sentez ça, est-ce que vous sentez une frilosité parfois à partager des choses ou c'est vraiment tout le monde est dans le même bateau puis on va s'aider, on partage nos bonnes pratiques, nos mauvais coups aussi. Peut-être c'est plus dur de partager un mauvais coup, mais donc je sais, l'aspect compétition, est-ce que ça peut être un frein pour le passage à l'action? Dans notre secteur, on ne le ressent pas vraiment. Au contraire, il y a un grand partage, une grande diffusion de l'information, des bonnes pratiques, beaucoup de disponibilité pour partager des études de cas. Donc, sincèrement, je ne le Hmm, ressens pas du tout. c'est encourageant. Oui. Carl Eric, Ouais, c'est, est-ce que le tourisme, oui? non, nous non plus, on le sent pas. Euh, on le sent pas. Et puis, de OK. toute façon, quand il y a un feu de forêt, une inondation, c'est pas juste une entreprise, c'est tout le monde. Et c'est une région qui Hmm, perd au change au complet. Donc, les gens sont très, très ouverts à échanger entre eux. Oui, merci. puis je pourrais Annie. ajouter à ça que, par exemple, on l'a vu avec l'inondation des billes, même les entreprises qui n'étaient pas affectées directement dans leurs Hmm, opérations avaient des employés à la maison, que leur famille est affectée, la maison. Donc, en bout de ligne, ça affecte tout le monde. Puis il y a quelque chose dans ce que Carl-Éric disait tantôt à Charlevoix, l'impression dans les médias, c'était que toute la région de Charlevoix était fermée, alors qu'en fait, il y en avait d'autres acteurs qui pouvaient encore accueillir des visiteurs, mais là, on n'en parlait même pas. Fait qu'il y a comme un élément de solidarité aussi régionale qui peut s'installer, sectoriel, qui est au bénéfice de tout le monde. C'est pas au bénéfice de personne que les gens, tout d'un coup, aillent plus du tout à Charlevoix à cause d'une tempête. Donc, je pense qu'il y a d'un point de vue d'une perspective économique, quand c'est pour le bien de tous, là, les entrepreneurs, les entreprises, c'est des humains avant tout, leurs employés aussi. Fait qu'il y a quelque chose il faut pas se gêner, il faut hmm, s'installer. Puis pour réussir la transition vers une économie qui va être sobre en carbone, on le sait, on peut plus avoir de la compétition, de l'opacité des données, garder des choses pour nous. On a absolument besoin de partager ce qui est critique et stratégique. On partage les mêmes ressources, on partage le même environnement. Donc, il faut migrer vers ça, puis on voit déjà là, que ça, c'est des choses qui commencent à se passer là, dans les secteurs économiques. Par contre, ouais, ouais. Emmanuel, si tu me permets, Oui, j'aimerais oui, rajouter, on sent pas la compétition. Par contre, un positionnement peut aider l'entreprise à se démarquer, oui, notamment en termes d'attraction des ressources humaines ou rétention des ressources humaines. Alors, ça devient un facteur de différenciation Tout à fait. pour les entreprises. Bon point. ouais, vraiment, c'est une bonne nuance. Ouais, tout à fait. Merci. Peut-être du côté de mes collègues dans la salle de rencontre, j'ouvrirai les questions. Elia, peut-être si. Ouais. Oui, je vais prendre une question. Est-ce qu'il y a des questions dans l'auditoire? Une. Alexandre. On a souvent, vous avez beaucoup parlé de l'apprentissage par les pairs, qui semble être un sujet d'intérêt, là, quelque chose qui fonctionne bien. Ce que j'aimerais savoir, c'est peut-être un peu plus concrètement, là, donner peut-être un exemple d'activité qui a pas particulièrement bien fonctionné, que ce soit des discussions individuelles, en groupe, des visites. Avez-vous un exemple de quelque chose qui a vraiment fait en sorte que les gens ont beaucoup appris puis de manière efficace? Euh, J'imagine que c'est peut-être moi qui peux répondre à ça avec un exemple de la cohorte ACC en tourisme. Donc, il y avait plusieurs journées là, de rencontres avec différentes activités là, qui favorisaient l'apprentissage par les pairs. Donc,
Une des activités qu'on a réalisées avec les participants, c'était dans un premier temps d'identifier les enjeux communs auxquels les employés faisaient face au sein des organisations, mais aussi au sein de leur réseau. Puis finalement, de partager les bons coups de chacun pour les surmonter. Donc, ça, c'est de l'apprentissage par les pairs au niveau du rôle d'un employé. Mais à l'échelle du secteur, une autre activité très simple qu'on a faite, c'était de faire une cartographie collective des parties prenantes, si on veut. Donc, parfois, ça peut sembler insaisissable, là, qui fait quoi en adaptation, mais aussi juste qui fait quoi de manière générale et comment est-ce que ça peut soutenir l'adaptation là, dans ce cas-ci des associations touristiques. Donc, c'était super intéressant parce que c'est pas tout le monde qui travaille avec nécessairement les mêmes personnes ou qui ont un niveau de mobilisation de ces acteurs-là. Donc, c'est des exemples tout simples, mais qui ont quand même fait une grande différence. Merci Laurence. Est-ce que Annie, Carl-Éric, Anne-Josée ou J'amène Carl-Éric? peut-être un point un peu en complémentarité à Laurence par rapport au succès. On est chanceux, on a un ministère du tourisme qui croit fermement au tourisme durable et responsable et à l'importance de l'adaptation au changement climatique. Et ça, d'avoir un ministère qui assume un certain leadership, euh, nous impose aux associations dans nos conventions d'aide financière de poser des gestes en adaptation au changement climatique. Nous encourage fortement à participer à des cohortes d'accompagnement comme Ouranos. Donc, c'est intéressant d'avoir un ministère qui assume un leadership et ça percole dans l'ensemble des acteurs du milieu touristique jusqu'aux entreprises. Sur ce point-là, j'aimerais ajouter qu'il y a beaucoup de secteurs de l'économie, malheureusement, qui se retrouvent un peu orphelins parce qu'ils sont pas des secteurs Mm. officiellement reconnus. Par exemple, dans le secteur touristique, on peut penser au secteur de la restauration, où ils n'ont pas les moyens financiers d'embaucher une personne à temps plein pour s'occuper de la durabilité ou l'adaptation. Donc, c'est important là, de prendre ça en considération pour voir comment les ressources pourraient être distribuer ou en tout cas rajouter des ressources pour faire en sorte qu'on se retrouve pas avec des secteurs économiques orphelins. Parfois, c'est des secteurs où il y a beaucoup de plus petites entreprises, justement. Donc, elles ont besoin du soutien additionnel, mais ben, elles se qualifient pas parce qu'elles sont pas du type d'organisation là, qui sont soutenues par un tel ministère, là, comme on peut voir avec Carl-Éric. Emmanuel, j'ajouterais aussi un élément par rapport à ça. Anne-Josée parle de secteur orphelin. Euh, il faut impérativement, quand on met des règlements en place, il faut impérativement consulter les opérateurs, ceux qui vont devoir mettre en place ces réglementations-là. Ce n'est pas fait, mais ou très mal fait. C'est impératif. Les opérateurs sur place ne sont pas juste des lobbyistes, ce sont aussi des gens qui connaissent le terrain et qui savent comment Hmm. opérer les choses. Très Oui, tout à important. fait. Merci. Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup. Le temps file, on approche de midi, donc beaucoup d'échanges et je pense qu'on aurait pu discuter encore longuement, mais merci Annick, Anne-Josée, Carl-Éric pour votre temps, pour les échanges et le partage. Merci aussi ben, à Laurence et Elia pour le partage des différentes initiatives. Je vous partage quand même, c'est ça, on a été, il y a pas mal de ressources déjà existantes sur le site d'Uranos. On a une page spécifique sur notre priorité économie résiliente. Je vous invite aussi, puis ça a été soulevé plusieurs fois dans le fil de discussion, la question des données. Donc, Portrait climatique est vraiment un outil, une plateforme à découvrir et à utiliser qui vous permet de visualiser et d'analyser les tendances du climat actuel et futur passé et actuel. Donc, allez explorer le site d'Uranos. Les rapports aussi vont être mis en ligne, les différentes ressources. Et bien sûr, c'est comme un travail qui se fait en continu. Donc, n'hésitez pas non plus à nous interpeller ou à nous solliciter si vous avez
des idées, des bonnes pratiques à partager. Je pense que comme on l'a mentionné, c'est vraiment un travail collectif qui nous permettra d'accélérer l'adaptation et d'avoir cette démarche proactive et non réactive. Ben, encore merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence, votre participation, puis au plaisir de poursuivre la discussion. À très bientôt. Merci.